des tribus aux titans, comment les Hittites sont passés de l'obscurité à la puissance. Laissez-moi vous emmener dans un voyage lent et tranquille, à travers un monde qui existait il y a plus de 3000 ans, où les murmures des vents du désert portaient les récits en haut de royaumes naissants, et où la faible lueur des torches illuminait les ambitions d'hommes qui allaient un jour façonner des empires. C'est le genre d'histoire qui glisse dans l'esprit comme une brise du soir, parfaite pour ces moments calmes avant le sommeil. Au passage, si cette vidéo vous aide à vous détendre ce soir, fixons-nous un petit objectif ensemble, 1000 likes, pour que davantage de personnes puissent voyager dans l'histoire en toute tranquillité. Notre histoire commence à une époque où la terre d'Anatolie, le cœur de l'actuelle Turquie, était parsemée de petites tribus dispersées. Ce n'étaient pas encore des empires ni des rois, c'étaient des communautés vivant de la terre, élevant des moutons, cultivant des champs et naviguant entre coopération et conflit. La vie était simple, rude et totalement imprévisible. Les sources d'eau pouvaient disparaître, des clans rivaux pouvaient y piller vos champs, et survivre demandait ingéniosité et résilience. C'est dans ce chaos que les Hittites ont commencé à émerger discrètement, non pas avec de grands monuments ou des armées imposantes, mais comme un ensemble de petits groupes farouchement indépendants. Ce qui rend l'ascension des Hittites fascinante, c'est qu'à la différence des Égyptiens avec leurs pyramides majestueuses ou des Mésopotamiens avec leurs tablettes cunéiformes, les premiers Hittites n'ont presque rien laissé de monumental. Leur histoire est reconstituée à partir de fragments, ruines éparses, inscriptions et récits ultérieurs. Et pourtant, de ces débuts modestes, quelque chose d'extraordinaire allait émerger. Ces petites tribus, avec le temps, allaient se transformer en une force capable de rivaliser avec les grandes puissances de leur époque. Les archéologues ont trouvé des preuves que les premières communautés hittites étaient organisées autour de petites cités-États et de conseils tribaux. Le leadership n'était pas au départ héréditaire. Il dépendait de la sagesse, de la force et parfois de la chance au combat. Et voici un détail qui rend leur histoire si humaine. Les mêmes qualités qui leur ont permis de survivre à la rareté, adaptabilité, négociation habile et courage sans faille, allaient devenir les fondations de la construction de leur empire. On peut les imaginer autour de feux de camp, planifiant des alliances, observant les cieux pour des présages ou aiguisant leurs épées pour des escarmouches avec les voisins. Vers le milieu du XVIIe siècle avant notre ère, ces tribus avaient commencé à se rassembler en une puissance reconnaissable. Qu'est-ce qui a catalysé cette transformation? La géographie a joué un rôle. L'Anatolie est une terre de forteresses naturelles, montagnes protectrices, rivières nourricières et plaines propices à la colonisation. Les Hittites ont appris à utiliser le terrain à leur avantage, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la défense et l'expansion stratégique. Les tribus, autrefois centrées sur leur survie, ont commencé à penser collectivement, formant de premières confédérations qui évolueraient finalement en royaumes. Il est important de souligner que les Hittites n'étaient pas seulement le produit de la géographie. Ils étaient des communicateurs et des négociateurs hors pair. La diplomatie tribale était un art bien avant l'existence des ambassades officielles. Mariages, accords commerciaux et rituels partagés étaient autant d'outils pour unir les tribus et réduire les risques de conflits internes. Et bien que ces efforts puissent sembler modestes, ils étaient les graines de quelque chose de bien plus grand. On peut presque ressentir la tension subtile dans ces rassemblements. Une compréhension tacite que l'unité pouvait signifier survie et la division, annihilation. Alors, comment un ensemble de petites tribus s'est-il transformé en l'un des empires les plus puissants du Proche-Orient ancien? Tout a commencé par le leadership. Les premiers rois n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des visionnaires. Ils savaient que le pouvoir impliquait loyauté, respect et parfois démonstration de force. Avec le temps, ils ont uni les tribus, étendu les territoires et posé les bases de Hattusa, leur capitale légendaire. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les Hittites ont appris de leurs voisins, la Mésopotamie, les Ourites, même l'Égypte, sans jamais perdre leur identité. Ils ont adapté, emprunté et innové, transformant ces leçons en une force unique. Et pourtant, leurs racines sont restées modestes, nous rappelant que même les plus grands empires naissent souvent des débuts pour les plus humbles. Leur ascension ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a nécessité des siècles d'alliances, de batailles, de hivers rigoureux et d'essais et erreurs. Chaque défi les a façonnés, affiné leur stratégie et renforcé leur communauté. Quand ils apparaissent enfin dans l'histoire comme conquérants, ils portaient à la sagesse de plusieurs générations.
Suppiluliuma I, le génie impitoyable qui a construit un empire. Vous connaissez ce moment où quelqu'un arrive et change tout, pas juste un peu, mais vraiment tout. C'était Suppiluliuma-Teri pour les Hittites. Un jour, l'empire hittite était un patchwork de petits États souvent en guerre, un royaume qui cherchait son équilibre. Le lendemain, c'était une force qui faisait que les grandes puissances de l'ancien Proche-Orient, oui, même l'Égypte, prenaient note. Comment un seul homme a-t-il fait ça? Et pourquoi en parle-t-on encore, des siècles plus tard, comme d'un stratège brillant et, eh bien, un peu terrifiant? Plongeons-y. Suppiluliuma y accéda au pouvoir à une époque turbulente. Son père, Tudhaliya II, avait stabilisé certaines parties du royaume, mais les menaces étaient partout, vassaux rebelles, voisins ambitieux et rivaux internes. Dès le départ, Suppiluliuma fit preuve d'un sens aigu de la politique et de la guerre. Il analysait, planifiait et agissait avec précision, transformant les Hittites de joueurs régionaux en un empire capable de défier l'Égypte, Mitanni et Babylone. Accéder au trône n'était pas simple, la succession était compliquée et les rivaux rôdèrent partout. Suppiluliuma utilisa mariage stratégique, alliance et parfois la force pour consolider son pouvoir. Lorsqu'il contrôlait Hattusa, c'était clair, soutenez-le ou laissez-le passer. Sur le champ de bataille, c'était un maître stratège. Ses campagnes contre Mitanni combinaient timing, psychologie et diplomatie. De nombreuses villes se rendèrent avant même que l'épée ne soit brandie, intimidées par sa réputation. Il étendit les frontières hittites jusqu'au nord de la Syrie, préparant le terrain pour de futurs affrontements avec l'Égypte. La diplomatie était tout aussi importante. Suppiluliuma négociait des traités, installait des rois fantoches et se mariait dans des dynasties étrangères. Il savait quand inspirer la loyauté, quand semer la peur, et il restait toujours un pas devant ses rivaux. La religion renforçait aussi son autorité. Il revendiquait la faveur divine, faisant sentir à ses opposants qu'il défiait les idoles elles-mêmes. Son règne entraîna une expansion sans précédent. Des villes à travers l'Anatolie, le nord de la Syrie et une partie de la Mésopotamie passèrent sous contrôle hittite. Les routes commerciales, le fer, l'argent et les produits exotiques affluèrent dans l'empire. Pourtant, il associait conquête et administration intelligente, laissant aux dirigeants locaux une certaine autonomie tout en garantissant leur loyauté envers Hattusa. Suppiluliuma était impitoyable quand il le fallait. Assassinats, opérations secrètes et application stricte du pouvoir étaient des outils qu'il utilisait pour sécuriser l'empire. Ces méthodes ont semé les graines d'instabilité future, selon certains critiques, mais personne ne conteste son génie. À sa mort, l'empire hittite était à son apogée. Suppiluliuma I avait combiné intelligence, stratégie, impitoyabilité et diplomatie pour faire des Hittites une force capable de rivaliser avec les grandes puissances du monde ancien. Son héritage, militaire, politique et diplomatique, influencera des générations de rois à venir. Suppiluliuma III n'était pas juste un roi, il était visionnaire, stratège et un génie impitoyable qui a bâti un empire. Son histoire est celle de l'ambition, de la ruse et d'un héritage durable, résonnant encore à Hattusa et dans le monde ancien aujourd'hui. Intrigues et trahisons à la cour, poison, assassinat et lutte de pouvoir. Il y a quelque chose d'hypnotique dans les murs d'un palais, silencieux, majestueux, mais cachant des chuchotements capables de renverser des rois. Ce soir, avançons doucement dans les couloirs ombragés des cours hittites, où la loyauté était fugace et chaque sourire pouvait cacher un poignard. Installez-vous confortablement, laissez l'histoire se dérouler doucement, comme une berceuse étrange d'il y a 3000 ans, vous plongeant dans un monde de pouvoir, de tromperie et de jeux mortels. Si ces récits vous captivent, visons 1000 likes, un petit clin d'œil aux innombrables murmures que l'histoire nous a laissés. L'empire hittite ne reposait pas seulement sur les batailles et les généraux, il était aussi façonné par les intrigues derrière les murs du palais. Les rois détenaient le pouvoir, mais ils restaient toujours fragiles. Les courtisans, conseillers et même la famille pouvaient devenir ennemis du jour au lendemain. Imaginez un grand banquet, les torches vacillant, l'odeur de l'agneau rôti dans l'air, et chaque regard à travers la table portant des menaces non dites. Survivre nécessitait non seulement de la force, mais une compréhension aiguë de la nature humaine. Poison, assassinat et conspiration étaient en des dangers réels. Un rival pouvait être éliminé en silence, et même les rois n'étaient pas à l'abri. Un faux pas, un léger affront ou un regard de mépris pouvaient avoir des conséquences mortelles. La cour était comme un échiquier,
Chaque mouvement comptait, et les erreurs pouvaient être fatales. Le pouvoir dépendait aussi du prestige, de l'influence et des alliances. Les rivalités familiales dégénéraient souvent en complots. Frères, cousins et fils complotaient les uns contre les autres. La loyauté était fragile. Un jour, on vous faisait confiance. Le lendemain, vous étiez un traître. La religion ajoutait une autre couche. Prêtres et prêtresses pouvaient influencer les décisions, justifier des punitions ou orienter la succession. Les rois devaient naviguer dans la politique tout en semblant alignés avec les esprits, nécessitant intelligence, courage et finesse psychologique. Pourtant, tout n'était pas sombre. Alliances stratégiques, mariages astucieux et femmes influentes empêchaient souvent le sang versé et guidaient les décisions discrètement. Certains conseillers gagnaient la confiance, guidaient les rois et sécurisaient des alliances durables. Ces rares loyautés rendaient les trahisons encore plus frappantes, montrant combien la confiance était précieuse et fragile à la cour hittite. Sécurité et administration allaient de pair. Les rois nommaient des gouverneurs loyaux, maintenaient des réseaux de communication et s'appuyaient sur des espions. Les courtisans apprenaient gestes subtils, messages codés et rhétoriques complexes pour survivre. Un signal mal interprété pouvait déclencher un désastre. Les intrigues de cour étaient aussi directement liées à l'histoire hittite. Le succès de dirigeants comme Suppiluliuma dépendait autant de la gestion des factions du palais que du génie sur le champ de bataille. Les grandes conquêtes et traités, y compris la célèbre paix avec l'Égypte, étaient influencés par des manœuvres habiles au sein de la cour. Même aujourd'hui, les historiens peinent à reconstituer ces complots. Lettres et annales suggèrent trahison, assassinat et loyauté changeante qui ont façonné l'Empire. La cour hittite était un monde de suspense, de danger et de stratégie, un décor dramatique pour l'ascension de l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Vassaux et révoltes. Comment les Hittites géraient un empire fragile. Installons-nous dans un autre coin tranquille de l'histoire où les empires ressemblent moins à des machines implacables qu'à des arrangements délicats, équilibrés sur le fil du rasoir. Ce soir, nous allons explorer le défi des Hittites pour maintenir l'intégrité de leur vaste territoire, une tâche qui demandait plus de subtilité que d'épée. Détendez-vous, laissez votre esprit vagabonder et suivez les rythmes lents et complexes du pouvoir, de la loyauté et de la rébellion. Et si ce doux voyage à travers l'Anatolie ancienne éveille votre imagination, visons discrètement 1000 likes, une petite célébration de curiosité et d'histoire partagée. L'empire hittite n'a jamais été un monolithe. Il s'étendait à travers l'Anatolie jusqu'au nord de la Syrie et interagissait avec de puissants voisins comme les Mitanni et l'Égypte. Mais l'expansion apportait de la vulnérabilité. Contrairement aux petits royaumes où un roi pouvait parcourir ses terres et contrôler directement ses sujets, les Hittites dépendaient de vassaux, dirigeants locaux, gouverneurs et chefs tribaux, pour gérer des territoires éloignés. Ces vassaux disposaient d'autonomie, mais devaient verser un tribut, fournir des troupes et suivre les ordres royaux. Maintenir leur loyauté était un exercice d'équilibriste, comme tenir ensemble une mosaïque dont les pièces pouvaient bouger à tout instant. Un des aspects les plus fascinants de ce système est la combinaison de diplomatie et d'intimidation. Les rois récompensaient généreusement la loyauté, accordant terre, mariage ou titre, créant des liens personnels allant au-delà de l'obligation. En même temps, les menaces de punition, parfois brutales, parfois subtiles, rappelaient aux vassaux les conséquences d'une rébellion. Lettres, traités et émissaires traversèrent l'Empire, renforçant constamment la présence du roi, même dans des lieux où il n'avait jamais mis les pieds. On peut presque imaginer les coursiers courant à travers plaines des montagnes, portant des messages qui pouvaient décider de l'obéissance ou de la révolte. Malgré ces efforts, les révoltes étaient inévitables. L'ambition humaine se plie rarement facilement à une autorité extérieure, et les dirigeants hittites devaient rester vigilants en permanence. Les rébellions pouvaient éclater soudainement, un vassal estimant que le pouvoir du roi était trop lointain, une famille rivale saisissant une opportunité, ou même un soulèvement populaire alimenté par la famine ou l'insatisfaction. La réponse du roi demandait un mélange subtil de stratégie et de timing, trop sévère, et d'autres régions pourraient se révolter par peur, trop indulgents, et la rébellion pourrait inspirer imitation. Une chorégraphie délicate, où l'échec pouvait être catastrophique. Fait intéressant, de nombreux vassaux n'étaient pas entièrement séparés de la famille royale.
Les rois contractaient souvent des mariages avec l'élite locale, créant un réseau de liens familiaux destiné à renforcer la loyauté. Ces alliances étaient à la fois politiques et personnelles. Quand un vassal était aussi votre cousin ou beau-frère, les enjeux étaient pas plus élevés et les trahisons plus choquantes. Pourtant, même les liens du sang ne garantissaient pas l'obéissance. L'histoire montre que l'ambition et le ressentiment pouvaient l'emporter sur la loyauté familiale, entraînant coups d'État ou alliances secrètes avec des puissances étrangères. Les rois hittites devaient être autant psychologues et diplomates que chefs militaires, lisant les intentions, anticipant les mouvements et équilibrant récompenses et punitions. Une stratégie utilisée pour gérer les rébellions était le placement judicieux de fonctionnaires loyaux. Commandants et bureaucrates de confiance étaient envoyés dans les régions instables pour surveiller et conseiller les vassaux. Ces officiels servaient à la fois de conseillers et d'espions, rapportant conformité, troubles locaux et menaces émergentes. Ils pouvaient intervenir subtilement pour amener les vassaux dans le droit chemin ou coordonner une action militaire lorsque la diplomatie échouait. Cette surveillance constante permettait au roi de maintenir un empire qui était, à bien des égards, un patchwork d'États semi-indépendants, plutôt qu'une bureaucratie centralisée. Il est également important de noter que l'approche hittite face aux révoltes s'est construite sur des expériences passées. Au début de leur ascension, lorsque les tribus se sont regroupées sous des rois comme Hattusili-I, l'importance de l'unité et de la loyauté est devenue évidente. Les escarmouches entre tribus alliées ont appris aux dirigeants qu'une rébellion non contrôlée pouvait menacer non seulement une région, mais la cohésion de l'ensemble du royaume. Au moment où Suppiluliuma-Prva accéda au pouvoir, ces leçons s'étaient transformées en un système sophistiqué combinant renseignements, négociations et forces sélectives. La stabilité de l'Empire dépendait autant de l'administration astucieuse que des victoires militaires. Le commerce et les ressources jouaient aussi un rôle dans le maintien de la loyauté. Les vassaux étaient intégrés au réseau de tribus, de commerce et de distribution de ressources. Le contrôle des mines d'argent, du bois et des terres fertiles créait des incitations à l'obéissance. La participation à l'Empire apportait des avantages tangibles. En même temps, ces liens économiques permettaient à l'autorité centrale d'exercer une pression si nécessaire. Un retard dans le tribut pouvait signaler un mécontentement, nécessitant enquête et, si besoin, action rapide. Les Hittites maîtrisaient l'usage de la richesse et des ressources comme carottes et bâtons, renforçant les liens tout en dissuadant la rébellion. Un autre facteur clé était la compréhension des traditions locales. Les vassaux pouvaient conserver les lois coutumières, pratiques religieuses et gouvernance interne tant que cela ne contredisait pas l'autorité royale. Ce respect de l'autonomie locale réduisait la résistance et aidait à intégrer des populations diverses dans l'Empire. En même temps, la présence du roi était symboliquement renforcée par cérémonies, soutien religieux et démonstration de pouvoir, rappelant à tous l'autorité suprême de Hattusa. Il est fascinant de voir comment culture et rituels devinrent des outils de gestion de l'Empire, complétant stratégies militaires et économiques. Et pourtant, malgré toutes ces mesures, les révoltes restaient un défi récurrent. Certaines étaient rapidement réprimées, d'autres s'éternisaient, épuisant ressources et alliances. Chaque rébellion testait la résilience de l'Empire, révélant l'équilibre fragile entre autorité centrale et autonomie locale. Dans certains cas, les vassaux changèrent de camp, s'alliant avec des puissances étrangères comme les Mitanni ou même l'Égypte, compliquant davantage le paysage politique. Le roi devait constamment réévaluer loyauté, ajuster stratégie et s'assurer qu'aucune révolte ne déclenche un effondrement en chaîne. Un thème qui se répétera lorsque l'Empire fera face à de plus grandes pressions internes et externes. Perdu dans le temps. Controverse sur les origines et les liens des Hittites. Quand on plonge dans l'histoire des Hittites, on se rend vite compte que plus on découvre, plus les questions se multiplient. Comment un peuple anatolien, relativement petit, a-t-il pu dominer une grande partie du Proche-Orient ancien? D'où venaient-ils réellement? Et comment étaient-ils liés aux civilisations voisines qui semblent si intimement liées à leur histoire? Les origines des Hittites restent mystérieuses, et historiens et archéologues débattent de ces questions depuis plus d'un siècle. Certaines preuves pointent clairement vers l'Anatolie, mais d'autres indices suggèrent un réseau beaucoup plus complexe de migration, d'influence et d'échanges culturels. Commençons par les bases. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que les Hittites ont émergé dans le centre de l'Anatolie à un moment du début du 2e millénaire avant notre ère. Mais que signifie exactement cela?
Étaient-ils des tribus anatoliennes indigènes qui se sont peu à peu regroupées pour former un royaume, ou des migrants apportant de nouvelles idées et technologies d'ailleurs? La réponse n'est pas simple. Les preuves linguistiques montrent que la langue hittite appartient à la famille indo-européenne, ce qui soulève des questions sur le moment et la manière dont les locuteurs indo-européens sont arrivés en Anatolie. Ont-ils migré en masse, ou de petits groupes ont-ils introduit leur langue, influençant progressivement les populations locales? Ces débats touchent à des questions fondamentales d'identité et de formation culturelle. L'archéologie fournit des indices fascinants, mais alimente aussi les controverses. Des sites comme Alaka Höyük et Hattusa révèlent des établissements avancés, une architecture monumentale et des pratiques religieuses sophistiquées. Certains artefacts suggèrent des influences de la Mésopotamie, de l'Égée et même du Caucase, montrant que les Hittites n'étaient pas isolés. Mais interpréter ces découvertes est délicat. Les styles importés reflètent-ils le commerce, la conquête ou l'adoption culturelle? Et dans quelle mesure peut-on se fier à la culture matérielle pour retracer les origines d'un peuple dont l'histoire ancienne n'est pas clairement documentée dans les textes contemporains? Les textes anciens ajoutent une autre couche de complexité. Les Hittites eux-mêmes ont laissé des inscriptions revendiquant des ancêtres légendaires, la faveur divine et des exploits héroïques, mais ces récits sont souvent propagandistes. Ils nous disent de plus sur la façon dont les Hittites voulaient être rappelés que sur leurs véritables origines. Les références à des rois anciens comme Labarna et Hattusili suggèrent consolidation et conquête, mais n'expliquent pas comment l'identité hittite s'est formée. Ces rois étaient-ils descendants des dirigeants anatoliens locaux ou descendaient-ils d'élites indo-européennes venues d'ailleurs? Les chercheurs débattent toujours, sans réponse définitive. Les liens avec les puissances voisines compliquent encore le tableau. Les Hittites interagissaient avec les Hourites, les Mitanni, les Assyriens et les Égyptiens. L'influence hourite, par exemple, est visible dans certaines pratiques religieuses, suggérant un mélange de traditions locales et importées. Certains historiens pensent que ces interactions pourraient indiquer une ascendance partagée, ou du moins un échange culturel prolongé qui a façonné l'élite hittite. Les réseaux commerciaux apportaient argent, fer et produits exotiques en Anatolie, entrelaçant encore davantage les Hittites avec le développement du Proche-Orient. Chaque lien ouvre la porte à des spéculations sur la place des Hittites dans un puzzle géopolitique et culturel plus large. Il y a aussi l'énigme linguistique. Le hittite est la plus ancienne langue attestée indo-européenne, précédant la plupart des autres de plusieurs siècles. Ce fait fascine les chercheurs mais suscite aussi des controverses. Comment les locuteurs indo-européens sont-ils arrivés en Anatolie et comment leur langue a-t-elle survécu et prospéré dans une région entourée de populations non indo-européennes? Certaines théories suggèrent que le hittite est né comme langue de conquête et d'administration, devenant dominant à mesure que le royaume s'étendait. D'autres proposent qu'il ait coexisté avec les langues locales pendant des siècles, se mélangeant et empruntant du vocabulaire avant de se standardiser dans les inscriptions royales et religieuses. Le débat n'est pas purement académique. Il influence notre compréhension des migrations anciennes et de la diffusion des langues à travers les continents. Même les études génétiques, qui pourraient en sembler une solution moderne à des questions anciennes, ont produit des résultats mitigés. L'ADN, ancien d'Anatolie et des régions environnantes, montre une tapisserie complexe de populations. Certains individus apparaissent proches des premiers migrants indo-européens, tandis que d'autres reflètent une continuité avec les groupes anatoliens indigènes. Cette complexité soutient l'idée que les Hittites n'étaient pas un peuple monolithique, mais plutôt une coalition de groupes différents, unis par une identité politique et culturelle commune. Leurs origines sont moins une simple histoire de migration qu'un mosaïque de peuples, de langues et de traditions réunies. Les controverses s'étendent à la manière dont les Hittites se connectent aux civilisations ultérieures. Certains chercheurs voient des liens avec les Louviens, occupants de l'Anatolie occidentale, et suggèrent que des vestiges de la culture hittite ont persisté dans les royaumes néo-hittites après l'effondrement de l'Empire. D'autres examinent les emprunts culturels en Syrie et en Mésopotamie, suggérant que les Hittites ont influencé et ont été influencés par les puissances voisines, faisant de leur histoire un échange à double sens. Les Hittites étaient-ils des innovateurs, des adaptateurs, ou les deux? La réponse dépend peut-être des preuves que les historiens privilégient, archéologiques, textuelles ou linguistiques. Les pratiques religieuses fournissent aussi des indices
tout en alimentant le débat. Les rituels hittites mélangèrent souvent traditions anatoliennes, hourites et mésopotamiennes. Les chercheurs discutent pour savoir si ce syncrétisme reflète des influences migratoires, une stratégie politique ou une évolution religieuse authentique. Certains dieux ont des racines indo-européennes, d'autres semblent locaux et d'autres encore sont empruntés. Ce patchwork religieux reflète la complexité sociale et politique de la société hittite primitive, suggérant que leur identité était flexible, adaptative et parfois intentionnellement façonnée pour unifier des populations diverses sous une seule bannière. L'histoire politique renforce cette ambiguïté. Les premiers rois comme Labarna, Hattusili et Mursili étaient des conquérants, mais les récits qui les entourent sont souvent aussi obscurs qu'ils ne révèlent. Étaient-ils des dirigeants anatoliens locaux affirmant leur domination sur leurs voisins, ou des élites indo-européennes consolidant le pouvoir dans une nouvelle terre? La distinction importe pour comprendre non seulement l'ascension des Hittites, mais aussi les tendances plus larges du développement culturel et politique au Proche-Orient ancien. Et c'est une question que les historiens continuent de débattre, car les preuves sont tentantes mais jamais entièrement certaines. Hattusa dévoilé, les secrets de la légendaire capitale hittite. Si vous aviez pénétré à Hattusa à l'apogée de sa puissance, vous n'auriez pas seulement vu une ville, vous auriez senti le pouls d'un empire. D'imposants murs de pierre zigzaguaient à travers des collines escarpées, des tours se dressaient comme des sentinelles silencieuses, veillant sur des rues animées de marchands, soldats et prêtres. L'air était empli d'un mélange de cliquetis de bronze, de fumée de feux de cuisine et du murmure discret de intrigues politiques. Hattusa n'était pas simplement une capitale, c'était une déclaration, un monument vivant à l'ambition, à l'ingéniosité et à la complexité de l'empire hittite. Aujourd'hui, elle repose en grande partie en ruines, des pierres éparses et des portes effondrées témoignant de la grandeur passée. Les archéologues reconstituent ces secrets depuis plus d'un siècle, et ce qu'ils ont découvert est aussi fascinant qu'un roman ancien rempli de mystères. La ville s'étendait sur des dizaines de collines, avec des portes comme la porte des Lions et la porte du Sphinx affichant force et prestige. Les rues étaient planifiées, les quartiers séparés, les zones royales soigneusement isolées. Ce n'était pas un village au hasard. Elle était conçue pour impressionner, montrer l'autorité et organiser un empire florissant. À l'intérieur du palais, des tablettes d'argile révèlent la vie quotidienne, les lois, les traités et les ordres royaux. Les Hittites étaient des administrateurs astucieux, gérant des hommes et des terres étendues. Certaines lettres laissent entrevoir intrigues de cour, complots secrets et luttes de pouvoir. Des histoires que l'on peut presque ressentir derrière les tablettes poussiéreuses. La religion était omniprésente. Des temples et lieux sacrés parsemaient dans la ville, certains creusés dans les falaises, d'autres à l'intérieur des murs. Les prêtres accomplissaient des rituels pour obtenir la faveur des entités spirituelles, liant religion et pouvoir. Hattusa était aussi un centre diplomatique. Les archives montrent des traités avec l'Égypte et d'autres voisins, alliances, accords commerciaux, mariages royaux. Ces tablettes d'argile étaient le moyen pour les Hittites de gérer un empire et de traiter avec le monde extérieur. Mais il n'y avait pas que rois et temples. Les maisons, ateliers et marchés témoignent d'une ville animée. Artisans, commerçants et agriculteurs faisaient vivre Hattusa, tandis que les produits importés indiquent un commerce à travers tout le Proche-Orient. Ces murs et portes n'étaient pas que symboliques. Ils protégeaient contre ennemis et pillards, montrant comment la ville s'adaptait aux menaces au fil du temps. Même après la chute de Hattusa, son héritage a perduré. Ces ruines nous enseignent la loi, la langue et la vie hittite, tandis que de nouvelles fouilles continuent de révéler des surprises. En parcourant Hattusa aujourd'hui, on peut presque entendre les pas des rois, prêtres et habitants ordinaires. Ce n'était pas seulement une ville, c'était le cœur battant d'un empire, rempli d'ambition, d'ingéniosité et de vie. Les rois conquérants, les premiers monarques qui ont façonné un empire. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour transformer une petite tribu dispersée en un royaume capable de rivaliser avec les plus grandes puissances du monde ancien. Les Hittites ne sont pas nés célèbres. Ils ont gravi les échelons de l'obscurité jusqu'à la domination, et au cœur de cette ascension fulgurante se trouvent comme quelques rois extraordinaires qui refusaient de se contenter de moins qu'un empire. Leurs histoires ne parlent pas seulement de batailles gagnées ou de villes conquises, elles parlent d'ambition, de ruse et parfois d'une brutalité impitoyable qui a façonné l'identité même de la civilisation hittite.
Tout commence dans l'Anatolie ancienne, bien avant Hattusa, les traités avec l'Égypte, ou les guerres qui ont ébranlé des empires. Les Hittites n'étaient alors que des tribus dispersées, vulnérables et divisées, jusqu'à l'apparition de rois comme Labarnapram. Son plan était simple mais brillant, unir les tribus et s'étendre avant tout le monde. Il a bâti la loyauté, forgé des alliances, et posé les premières fondations d'un véritable royaume. Ce n'était pas spectaculaire, c'était du leadership intelligent et tactique. Vint ensuite Hattusili-Prom, un roi qui transforma les Hittites nouvellement unis en conquérants. Il mena des campagnes jusqu'au nord de la Syrie, montrant que les rois étaient à la fois guerriers et souverains. Le règne de Hattusili révèle aussi un problème récurrent des Hittites, les rivalités familiales et les disputes pour la succession. Puis Mursilipre entra dans l'histoire, menant l'armée hittite jusqu'à Babylone. La planification, l'ambition et la logistique étaient stupéfiantes. Babylone n'était pas seulement conquise, c'était un message clair. Les Hittites étaient désormais des acteurs majeurs en Mésopotamie. Pourtant, après l'assassinat de Mursili, l'Empire connut l'instabilité, montrant à quel point le destin des Hittites dépendait des compétences de leur roi. Ces premiers monarques ne se limitèrent pas à la guerre. Ils combinèrent des conquêtes, administration, religion et propagande. Hattusili, par exemple, revendiquait la faveur divine, se présentant comme un guerrier choisi par l'esprit de la tempête. Les rois utilisaient récits, inscriptions et rituels pour renforcer leur autorité et intimider leurs ennemis. La diplomatie comptait aussi. Les traités avec des voisins comme Mitanni et Alep permettaient d'étendre leur influence sans guerre constante. Les villes étaient planifiées et fortifiées, servant de centres administratifs et de symboles de pouvoir. Conquête, gouvernance et planification allaient de pair. Les premiers rois hittites jonglaient entre ambition et fragilité. Chaque victoire pouvait déclencher un futur conflit. Chaque dispute familiale menaçait l'effondrement. Pourtant, grâce à leurs compétences, leurs ruses et leur vision, ils transformèrent des tribus dispersées en un empire redoutable. Leur héritage résonne dans les ruines de Hattusa et dans les inscriptions qui subsistent. Ces rois ont posé les bases des légendes à venir, comme Suppiluliuma-Prum, et des batailles épiques avec l'Égypte. Leurs triomphes et leurs échecs ont façonné l'empire hittite et le cours même de l'histoire. Guerre, sang et stratégie, les Hittites face à leurs voisins. Le choc des épées, le tonnerre des chars et l'odeur des villes en flammes, ce n'était pas juste une scène de film à grand spectacle. C'était la réalité quotidienne des Hittites. Dès qu'ils émergèrent de l'obscurité, ils étaient entourés de voisins tout aussi avides de pouvoir, et survivre n'était pas un choix. C'était un combat dans la poussière, la boue et le sang de l'Anatolie. Les Hittites ne se battaient pas seulement pour se défendre, ils se battaient pour s'étendre, dominer et se tailler un nom qui résonnerait pendant des millénaires. Et croyez-moi, les stratégies qu'ils employaient feraient même hausser un sourcil à des généraux modernes. Les premières confrontations hittites n'étaient pas glamour. Les tribus des collines accidentées du centre de l'Anatolie se heurtaient aux puissances voisines pour la terre, l'eau et les routes commerciales. De petites escarmouches dégénérèrent en campagnes plus importantes, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Ils affrontèrent les Hourites, les Assyriens et les Grecs mycéniens, pas vraiment des adversaires de facile. Et pourtant, grâce à leur ruse, leur adaptabilité et parfois des coups impitoyables, les Hittites transformèrent leur vulnérabilité en avantage. Leurs rois comprirent vite que la force brute seule ne suffirait pas à maintenir un empire. Ils avaient besoin de stratégie, de discipline et parfois de tromperie. L'un des aspects les plus impressionnants de la guerre hittite était leurs chars. Alors que d'autres civilisations tâtonnèrent encore, les Hittites transformèrent les chars en machines rapides et mortelles. Renforcés, bien entraînés et conduits avec expertise, ces chars permettèrent de frapper vite, de se retirer si nécessaire et d'exploiter les faiblesses ennemies. Des rois comme Suppiluliuma perfectionnèrent ces tactiques, traversant des terres hostiles tout en limitant leurs pertes, un avantage énorme à l'âge du bronze récent. Mais la guerre ne se résumait pas aux armes. Espions, éclaireurs et informateurs étaient cruciaux. Les réseaux d'agents à l'intérieur des villes rivales fournissaient des informations vitales sur les troupes, les défenses et les troubles. Ce renseignement précoce permettait aux Hittites de frapper au bon moment ou de négocier depuis une position de force, préparant le terrain pour la diplomatie sophistiquée qu'ils montreront plus tard dans leur traité avec l'Égypte. Toutes les batailles ne se déroulaient pas parfaitement.
Prenons leur longue lutte contre le royaume de Mitanni. La victoire n'était pas garantie. Les retraites étaient stratégiques, pas honteuses, et les combats étaient souvent liés à des rivalités internes. Des nobles ambitieux ou des membres de la famille compliquaient parfois les décisions, montrant que le pouvoir hittite n'était jamais simple. La religion jouait aussi un rôle. Les rois consultaient des puissances supérieures, des présages et des rituels avant les campagnes. Le calendrier des batailles dépendait souvent de signes divins, mêlant foi et stratégie. Les tactiques de siège hittites étaient avancées. Ils utilisaient béliers, échelles et infanterie coordonnée pour prendre les villes fortifiées, tout en respectant les coutumes locales pour éviter la révolte. Leurs ennemis n'étaient pas faciles non plus. Les Égyptiens, dirigés par Ramsès II, les défieraient plus tard dans des batailles épiques comme Kadesh, un choc de stratégie, de diplomatie et de compétences. Le contrôle des ressources comptait autant que la maîtrise militaire. Argent, fer et produits exotiques alimentèrent leurs armées. Les armes en fer leur donnaient un avantage sur des voisins encore équipés de bronze. Mais même les victoires avaient un coût. Les campagnes prolongées pouvaient épuiser les populations, provoquer famine ou révolte, un avant-goût des problèmes futurs. Pourtant, les Hittites combinèrent force, ruse, diplomatie et religion pour dominer leur région pendant des siècles. Leur guerre ne se limitait pas aux batailles. Elle servait à construire un empire. Des chars tonitruants aux espions secrets, chaque tactique façonnait la puissance et la survie de l'empire. Comprendre ces batailles nous permet de saisir le cœur de l'empire hittite, la volonté, la stratégie et l'ambition qui ont bâti l'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire. Divinités et rois, comment la religion contrôlait la vie et la guerre. Bien avant les batailles ou les traités, les Hittites croyaient que les divinités contrôlaient tout, des récoltes aux guerres. Le divin n'était pas distant, il faisait partie de la vie quotidienne. On le consultait, on le craignait, et il fallait l'apaiser, car sa faveur ou sa colère pouvait faire ou défaire des empires. La religion était indissociable du pouvoir, de la politique et de la survie, surtout à Hattusa. Le panthéon hittite était vaste, mélangeant dieux locaux et étrangers, esprit de la tempête, esprit du soleil, divinité de la montagne et esprit de protecteur. Les rois se présentaient comme choisis par les puissantes célestes, jouant le rôle d'intermédiaire entre la volonté divine et les affaires humaines. Avant les campagnes, des rituels élaborés, des sacrifices et des oracles déterminaient si les divinités approuvaient. La victoire signifiait le soutien divin. La défaite nécessitait purification ou offrande pour rétablir l'équilibre. Hattusa elle-même reflétait ce lien entre religion et pouvoir. Temples, sanctuaires et lieux sacrés parsemèrent la ville, des sites creusés dans les falaises aux immenses complexes à l'intérieur des murailles. Les prêtres conseillaient le roi, interprétaient les présages, médiatisaient les conflits et renforçaient son autorité. Les rois dépendèrent de l'approbation divine, tandis que la faveur des divinités était assurée par des rituels et des offrandes. Les cérémonies étaient théâtrales, montrant piété et contrôle du roi, impressionnant citoyens et envoyés étrangers. La religion influençait aussi la diplomatie et la guerre. Les traités, comme le fameux accord avec l'Égypte après Kadij, étaient des pactes sacrés, invoquant les esprits pour punir les contrevenants. Les soldats marchaient avec des idoles et des symboles, croyant que la présence divine garantissait la victoire. La religion n'était pas réservée aux rois ou aux généraux. Les citoyens d'ordinaire participaient aux fêtes, aux sacrifices et consultaient les prêtres pour leurs affaires quotidiennes, renforçant l'ordre social et l'autorité. Pourtant, la religion pouvait être manipulée. Les monarques l'utilisaient parfois pour écraser des rivaux, justifier des agressions ou consolider leur pouvoir. Les présages étaient interprétés de manière sélective et les accusations d'offense envers les puissances pouvaient éliminer des ennemis. Les codes juridiques invoquaient l'autorité divine, transformant les crimes en offenses contre les hommes et les idoles. Prêtres et oracles médiatisaient les conflits, mêlant foi, politique, droit et diplomatie. Dans le monde hittite, les idoles étaient partout, guidant les décisions, façonnant les empires et s'assurant que pouvoir, loi et société restaient toujours liés au divin. L'ouïe ancienne qui choque les yeux modernes, le système juridique hittite. Dans l'empire hittite, la justice n'était pas simplement une question de bien ou de mal. Elle concernait la hiérarchie, l'autorité divine et parfois des punitions qui choquent les lecteurs modernes. Les Hittites étaient des guerriers, oui, mais aussi des législateurs méticuleux.
Leur système juridique, gravé sur des tablettes d'argile, mêlait pragmatisme, morale et particularités culturelles. Certaines règles peuvent te faire grimacer, rire ou s'émerveiller de leur équité, du moins selon les standards anciens. Les lois hittites évoluaient sur plusieurs générations, façonnées par les rois et les voisins. Elles régissaient les affaires civiles, criminelles et religieuses et étaient étonnamment flexibles. Par exemple, les punitions œil pour œil existaient, mais des amendes pouvaient remplacer des sanctions plus sévères. La compensation dépendait du rang social. Blesser le serviteur d'un noble coûtait moins que de nuire au noble lui-même. Les lois sur la propriété protégeaient à la fois les riches et les petits propriétaires, tandis que les contrats pour la terre, le mariage et le bétail étaient légalement exécutoires. Le droit familial pouvait sembler étrange aujourd'hui. Le mariage était à la fois politique et personnel. Adultère, divorce et héritage étaient réglementés. Les femmes pouvaient hériter dans certains cas et les dotations étaient protégées. Le droit pénal pouvait être sévère. Les peines allèrent des amendes à l'exil ou l'exécution, mais les offenses contre les esprits nécessitaient purification ou offrande, mêlant religion et justice. Les accidents et l'intention comptaient. Si un bâtiment s'effondrait ou si le bétail était blessé, la compensation variait, selon qu'il s'agissait d'un acte délibéré ou accidentel. Les traités et contrats avec les vassaux ou puissances étrangères étaient traités avec la même rigueur que le droit domestique, montrant comment loi, diplomatie et stratégie se renforçaient mutuellement. Les lois morales régissaient le comportement. Manquer de respect aux parents, aux lieux sacrés ou aux religieux pouvait avoir de graves conséquences. Même les affaires quotidiennes, agriculture, conflits sur le bétail ou location de maisons, étaient soigneusement réglementées, parfois avec amende ou rituel. Les lois hittites structurèrent la société, réduisant l'arbitraire, créant un ordre partagé à travers l'Empire et influençant des voisins comme les Mitanni et l'Égypte. Elles garantissaient que gouvernance, justice et faveur divine restaient toujours liées, contribuant à maintenir l'un des empires les plus sophistiqués du monde ancien. Diplomatie, hittite, traité, espion et le premier accord de paix avec l'Égypte. Bien avant les ambassades modernes ou les agences de renseignement, les Hittites étaient des maîtres de la diplomatie. Bien qu'ils fussent de redoutables guerriers, certaines de leurs plus grandes victoires provenaient de négociations, d'espionnage et de traités, le plus célèbre étant leur accord de paix révolutionnaire avec l'Égypte. Après avoir consolidé leur pouvoir en Anatolie, des rois comme Suppiluliuma-Piprahum savaient que la guerre sans fin était coûteuse. Les ennemis les entouraient, l'Égypte au sud, Mitanni à l'est, et des vassaux rebelles à l'intérieur. Ils se tournèrent donc vers la diplomatie, à la fois bouclier et épée. Les espions étaient cruciaux. Les agents hittites recueillaient des informations, orientaient les décisions et déstabilisèrent parfois les rivaux, permettant au roi de négocier depuis une position de force. Gagner sans combattre était révolutionnaire. Le traité avec l'Égypte, après la bataille de Kadesh, en est un exemple parfait. Aucun des deux camps ne pouvait dominer l'autre, alors ils convinrent de la paix, établirent des frontières, une défense mutuelle, des clauses d'extradition et même des mariages diplomatiques. Les citoyens franchissant les frontières étaient garantis de protection, remarquablement sophistiqués pour l'époque. Le traité fut rédigé en cunéiforme hittite et en hiéroglyphes égyptiens, montrant une compréhension commune que la paix pouvait être plus stratégique que la guerre. Les rois hittites excellaient aussi dans la négociation subtile. Les émissaires n'étaient pas de simples messagers, ils lisaient les humeurs, détectaient les faiblesses et persuadèrent les rivaux. Cadeaux, alliances matrimoniales et flatteries cérémonielles faisaient partie de la stratégie. La religion renforçait ces accords. Invoquer les idoles rendait les traités sacrés, et les violer était perçu comme un affront divin. Les femmes jouaient également un rôle clé. Reines, princesses et prêtresses servaient d'émissaires, consolidaient les alliances par le mariage et influençaient parfois les négociations autant que les rois. Les Hittites géraient leurs vassaux avec soin, utilisant traités, tribus et autonomie pour garantir la loyauté, tout en maintenant la menace de la force prête. Le commerce devint également un levier politique. Le contrôle de l'argent, du fer et des produits exotiques récompensait les alliés et mettait la pression sur les rivaux. La diplomatie n'était pas parfaite, mais en combinant puissance militaire, espionnage, négociation et autorité divine, les Hittites sécurisaient leurs frontières, influençaient leurs voisins
et maintenaient un empire stable. Leurs traités évoluaient, selon les circonstances, reflétant une approche sophistiquée et pragmatique du pouvoir qui les gardait forts dans un monde dangereux. La bataille de Kadesh, Hittite contre le pharaon Ramsès II. Revenons à un moment où l'histoire semblait retenir son souffle. Une bataille si légendaire que les deux camps revendiquaient la victoire, sans que l'un gagne vraiment. L'année était environ 1225 avant Jésus-Christ, et deux des plus grandes puissances du monde ancien allaient s'affronter. D'un côté, les Hittites, féroces, disciplinés et rusés, un empire façonné des décennies plus tôt par des dirigeants comme Suppiluliuma. De l'autre, le pharaon égyptien Ramsès II, un homme dont l'ambition et le charisme étaient légendaires. Ce qui se déroula près de la ville de Kadesh n'était pas seulement un affrontement d'armées, c'était un drame stratégique, fait de tromperie et de survie, qui résonnerait dans l'histoire. Ramsès, connu pour son audace, décida d'avancer vers le nord en Syrie pour reprendre des territoires perdus. Mais Kadesh n'était pas une ville ordinaire, c'était un joyau stratégique, contrôlant les routes commerciales et servant de porte vers les terres fertiles du Levant. Les Hittites, dirigés par leur roi Muwatalli II, s'étaient préparés avec soin. Ils n'allaient pas laisser un pharaon vantard s'emparer de leurs terres. Et voici ce qui est fascinant. Les deux camps avaient des renseignements, ou du moins, ils le croyaient, mais le brouillard de la guerre transforma les plans en chaos. Ramsès avançait avec confiance, peut-être trop, divisant son armée en 4 divisions nommées d'après des divinités. Amon, Ra, Ptah et Seth. Chacune devait jouer un rôle dans une attaque coordonnée, mais les Hittites avaient un atout. Grâce à des espions et à une observation attentive, Muwatalli savait exactement où se trouvait Ramsès et quand il était le plus vulnérable. Aux premières heures, les forces hittites lancèrent une attaque surprise contre la division Ra, les prenant complètement au dépourvu. Ce fut un moment de panique totale pour les Égyptiens. Les soldats fuyaient, les chars s'entrechoquaient et les commandants peinaient à maintenir l'ordre. Ramsès lui-même fut presque encerclé. Les récits suggèrent qu'il se battit avec un courage incroyable, ralliant ses gardes et chargeant au cœur de l'attaque hittite. Mais la situation était critique. L'ampleur des armées est stupéfiante. Des milliers de chars, des dizaines de milliers d'infanterie, tous manœuvrant sur un terrain accidenté, sous un soleil brûlant, avec la poussière et la confusion partout. Et les chars n'étaient pas juste cérémoniels, ils étaient les tanks du monde antique. Rapides, dévastateurs et mortels, les chars hittites, souvent plus lourds et robustes que les modèles égyptiens, pouvaient se briser les lignes ennemies. Mais Ramsès connaissait le terrain, et la discipline de ses troupes lui permit de résister au choc initial. Il accomplit ce que beaucoup d'historiens appellent un chef-d'œuvre de leadership en situation de crise, transformant une quasi-défaite en stabilisation temporaire de ses forces. Pendant ce temps, les Hittites, bien qu'initialement victorieux, ne poussèrent pas leur avantage jusqu'à une victoire totale. Peut-être craignaient-ils la surextension, peut-être sous-estimaient-ils la résilience du pharaon, ou peut-être, comme beaucoup de dirigeants, Muwatalli cherchait la gloire sans annihilation complète. Quoi qu'il en soit, la bataille atteignit un point où les deux armées étaient ensanglantées et épuisées, incapables de porter le coup final décisif. Ce statu quo façonna des siècles de diplomatie entre l'Égypte et les Hittites, culminant des décennies plus tard dans ce que beaucoup considèrent comme le premier traité de paix enregistré au monde, un accord inimaginable sans le choc de Kadesh. L'un des aspects les plus fascinants de cette bataille est la façon dont nous en avons connaissance. Ramsès, désireux d'immortaliser ses exploits, commanda des reliefs monumentaux dans des temples à travers l'Égypte, se présentant comme un héros face à des obstacles impossibles. Certaines exagérations sont évidentes. Après tout, chaque pharaon veut paraître invincible, mais même en tenant compte de la propagande, il est clair que Ramsès affrontait un adversaire redoutable. Les archives hittites, moins nombreuses, confirment l'ampleur et l'intensité du combat. En les assemblant, les historiens obtiennent une image non seulement des tactiques et des mouvements de troupes, mais aussi des personnalités, décisions et erreurs qui définissaient l'issue. La bataille illustre également que la guerre antique ne se résumait pas à la force brute. Renseignements, tromperie et timing jouaient un rôle crucial. Les Hittites, suivant une tradition établie par des dirigeants comme Suppiluliuma Perki, utilisaient espions, éclaireurs et planification minutieuse pour surpasser les Égyptiens. Ramsès, quant à lui, comptait sur la rapidité
le moral et son leadership personnel pour stabiliser une situation qui aurait pu tourner à la catastrophe. Kadesh était donc moins une question de qui avait l'armée la plus grande que de qui pouvait s'adapter sous pression, une leçon encore pertinente dans l'étude militaire moderne. Pourtant, malgré tout son drame, Kadesh ne fut pas seulement un événement militaire. Elle influença la politique, le commerce et la diplomatie dans la région pendant des décennies. Les Hittites assurèrent leur influence sur le nord de la Syrie, tandis que l'Égypte maintenait le contrôle sur les territoires du sud. Le statu quo força les deux puissances à reconnaître qu'aucune ne pouvait dominer l'autre sans coups immenses. Ce respect mutuel, même à contre-cœur, ouvrit la voie à des accords formels, des alliances matrimoniales et une stabilité fragile qui permit aux deux empires de prospérer dans leurs régions respectives. Il est remarquable qu'une seule bataille, avec tout son chaos et son sang, ait pu façonner le destin des nations. En fin de compte, Kadesh ne produisit pas de vainqueur clair, mais elle fut loin d'être inutile. Elle redessina les frontières, influença les traités et montra la complexité de la guerre antique. La bataille devint légendaire, non seulement pour ses leçons tactiques, mais pour le drame, le courage et l'ampleur de l'effort humain impliqué. Les deux camps repartirent ensanglantés, plus sages et prudents, reconnaissant que le pouvoir seul ne suffisait pas. Stratégie, adaptabilité et leadership étaient tout aussi essentiels. Rois controversés, certains dirigeants, ont-ils trahi leur propre peuple? L'histoire retient souvent les rois pour leurs victoires, leurs conquêtes ou leurs grands bâtiments. Mais parfois, le récit est bien plus sombre, rempli de suspicions, de trahisons et de rumeurs chuchotées qui résonnent à travers les siècles. L'empire hittite, malgré sa puissance et sa sophistication, n'était pas étranger à de telles controverses. Certains de ses dirigeants étaient célèbres pour l'expansion et la diplomatie, tandis que d'autres devenaient infâmes, ou du moins suspects, pour des actions qui auraient sans pu nuire à leur propre peuple. Ces rois étaient-ils guidés par l'ambition, la paranoïa ou une pure cruauté? La vérité est complexe, mais les preuves laissées derrière eux offrent un portrait fascinant et parfois inquiétant du leadership à Hattusa et au-delà. Prenons par exemple Mu'atalid II, le roi célèbre pour avoir affronté l'Égypte lors de la bataille de Kadesh. En surface, c'était un stratège brillant, osant défier l'un des pharaons les plus puissants du monde. Mais sous ce génie militaire, certains textes laissent entrevoir des décisions qui auraient pu mettre en danger ses propres citoyens. Déplacer temporairement la capitale hittite de Hattusa à Taruntassa était un choix stratégique, destiné à mieux positionner ses forces contre les Égyptiens et d'autres ennemis. Mais cela a aussi perturbé l'administration, tendu les lignes d'approvisionnement et peut-être provoqué un mécontentement parmi la population. Pour un roi, de tels risques faisaient une partie du rôle. Mais cela a aussi suscité des murmures de négligence ou pire, une volonté de sacrifier le grand nombre pour la gloire personnelle. Les chercheurs débattent encore pour savoir si ces décisions étaient un génie calculé ou un danger imprudent. Il y a ensuite Mursili III, également connu sous le nom de Ur-hi-Teshub, dont le règne fut marqué par intrigues et bouleversements. Son cousin, le redoutable Suppiluliuma-Pramas, le renversa finalement, revendiquant le trône lors d'un coup d'État qui aurait pu être justifié par des accusations de mauvaise gestion. Les textes anciens évoquent rébellion et mécontentement parmi les États vassaux sous Mursili III, suggérant que son style de leadership, ou peut-être ses politiques, avait aliéné des alliés clés et provoqué des dissidences internes. Était-il un roi faible, incapable de protéger son empire, ou un bouc émissaire pour des problèmes structurels plus larges? Les archives ne donnent pas de réponse définitive, mais elles offrent des aperçus fascinants de la fragilité de l'autorité royale et de la facilité avec laquelle un dirigeant pouvait être considéré comme traître ou incompétent. L'intrigue de cour était une autre voie par laquelle les rois pouvaient trahir ou être accusés de trahir leur peuple. Empoisonnement, assassinat et complots secrets n'étaient-ce pas que des histoires sensationnelles? C'étaient des outils de pouvoir. Certains dirigeants étaient soupçonnés d'éliminer des rivaux de manière à déstabiliser le royaume, tandis que d'autres pouvaient manipuler présages ou autorités religieuses pour justifier des actions discutables. La ligne entre manœuvre politique légitime et trahison pure était souvent floue. Dans une culture où la faveur divine validait l'autorité, un roi déchu des esprits, ou semblant l'être, pouvait rapidement se retrouver à la merci des nobles, prêtres et rivaux, désireux de protéger l'État ou de s'emparer du pouvoir. Une mauvaise gestion économique pouvait aussi être interprétée comme une trahison. Les rois qui détournaient des ressources vers des projets de construction somptueux ou des campagnes militaires risquaient d'irriter leurs sujets,
surtout en période de famine ou de trouble. Suppiluliuma-Pim, par exemple, était connu pour ses campagnes ambitieuses et ses stratégies diplomatiques qui étendirent considérablement l'influence hittite. Pourtant, même son règne dut faire face à des défis. Les États vassaux se révoltaient parfois, et les contraintes logistiques étaient constantes, bien qu'il soit généralement célébré comme un génie. Ces tensions montrent combien les décisions d'un roi pouvaient être perçues différemment selon le point de vue. Pour les citoyens ordinaires, l'ambition du roi pouvait ressembler moins à la gloire qu'à l'imprudence. Une autre couche de controverse concernait les disputes de succession. Le système de royauté hittite n'était pas strictement héréditaire au sens moderne. Les prétentions pouvaient être contestées et les coups d'État n'étaient pas rares. Lorsqu'un nouveau roi prenait le trône, les accusations fusaient souvent. Les rois précédents étaient accusés de favoritisme, de trahison ou de mauvaise gestion pour justifier le transfert de pouvoir. Ces récits, consignés sur des tablettes d'argile et des annales, sont intrinsèquement biaisés, écrits par des scribes loyaux au nouveau régime. Pourtant, ils offrent un aperçu de la perception de la trahison, montrant que même les rumeurs pouvaient nuire à la réputation d'un roi et, par extension, affecter la stabilité de l'empire. La religion, comme toujours, s'entremêlait avec la politique. Les rois jugés incapables de remplir leurs devoirs religieux, ou ayant offensé les idoles, volontairement ou non, pouvaient être considérés comme traîtres au sens spirituel. Temples, rituels et présages n'étaient pas de simples détails culturels. C'étaient des mécanismes de responsabilité. En cas de famine ou d'échec militaire, prêtres et fonctionnaires pouvaient affirmer que le roi avait négligé la faveur divine, transformant l'échec politique en trahison morale ou spirituelle. Cette interaction entre religion et autorité compliquait toute évaluation de loyauté, rendant difficile de distinguer trahison réelle et désapprobation divine perçue. Même la politique étrangère comportait des risques. Alliances et traités exigeaient une négociation minutieuse et une erreur pouvait être interprétée comme mettant l'empire en danger. Certains rois, dans la poursuite de la diplomatie ou de l'avantage personnel, ont pu faire des concessions affaiblissant l'influence hittite ou exposant les sujets au danger. Le célèbre traité avec l'Égypte après la bataille de Kadesh, bien qu'étant finalement un succès diplomatique, illustre la délicatesse de telles négociations. Une clause mal interprétée ou un pacte non appliqué pouvait déclencher un conflit, faisant accuser les rois de trahir leur peuple même en agissant dans ce qu'ils croyaient être l'intérêt de l'Empire. Il est intéressant de noter que certaines accusations de trahison ont pu être exagérées ou motivées politiquement. Les scribes et historiens hittites n'étaient même pas impartiaux. Leurs écrits reflétaient souvent les intérêts du roi en place. Un dirigeant déchu pouvait être dépeint comme corrompu, faible ou traître, indépendamment de sa conduite réelle. Cela rend l'étude des rois controversés complexe, car il faut naviguer à travers des couches de biais et de propagande pour approcher la vérité. Pourtant, même des récits biaisés révèlent beau les pressions auxquelles les rois hittites faisaient face et les conséquences de décisions mécontentant nobles, prêtres ou citoyens. En fin de compte, la question de savoir si certains rois hittites ont trahi leur peuple n'a pas de réponse simple. Ce qui est clair, c'est que le leadership dans cet empire était un équilibre complexe, où ambition, stratégie et survie se heurtaient souvent à loyauté, morale et perception publique. Certains dirigeants ont peut-être effectivement privilégié le pouvoir personnel au détriment du bien-être de leurs sujets, tandis que d'autres faisaient de face à des circonstances impossibles, rendant l'échec apparent comme une trahison. Intrigues de cour, disputes de succession, campagnes militaires, pressions économiques et attentes divines se croisaient, créant un environnement où un roi pouvait être accusé de trahison à presque chaque tournant. Les femmes derrière le trône, reines, prêtresses et jeux de pouvoir. Quand la plupart des gens pensent aux Hittites, ils imaginent des rois, des armées et des batailles épiques, mais le vrai pouvoir ne se trouvait pas toujours sur le champ de bataille. Derrière le trône, les femmes exerçaient une influence capable de façonner l'empire lui-même. Reines, prêtresses et épouses royales n'étaient pas de simples figures décoratives. Elles étaient stratèges, négociatrices et parfois manipulatrices. Et leurs actions résonnaient à travers le tissu politique et religieux de la société hittite. Commençons par les reines. Contrairement à beaucoup de sociétés contemporaines, les reines hittites détenaient un pouvoir formel. Le titre de Tawananna, réservé à l'épouse du roi, n'était pas simplement cérémoniel. La Tawananna contrôlait les rituels religieux,
pouvaient influencer la succession et supervisaient souvent l'administration du palais. Leur autorité était codifiée, pas supposée, ce qui permettait à une reine intelligente ou ambitieuse de se placer sur un pied d'égalité avec le roi en importance politique. Certaines reines agissaient pendant comme régentes quand les héritiers étaient trop jeunes pour régner, gouvernant effectivement l'empire pendant des années. Une telle influence était énorme, et il n'était pas rare que les reines laissent leur marque sur la politique intérieure et étrangère. Les prêtresses ajoutaient une autre couche de pouvoir féminin. La religion était indissociable de la politique chez les Hittites, et les prêtresses jouissaient du respect non seulement en tant que leaders spirituels, mais aussi en tant qu'actrices politiques. Elles supervisaient des rituels qui pouvaient légitimer l'autorité du roi, interprétaient les présages et servaient parfois de conseillères lors des campagnes militaires. Leurs prononcés pouvaient y modifier des décisions politiques ou influencer le jugement du roi. Dans une société où la faveur divine était essentielle au succès, les prêtresses détenaient un pouvoir discret mais indéniable, une main invisible guidant l'empire. Certaines femmes jouaient même un rôle dans les aspects plus sombres et dangereux de la politique hittite. L'intrigue à la cour n'était pas réservée aux hommes. Empoisonnement, alliances secrètes et manipulation de la succession étaient parfois orchestrées par des femmes agissant dans l'ombre. Une reine pouvait pousser son héritier préféré ou éliminer les rivaux du chemin vers le trône. Les prêtresses pouvaient également exercer une influence subtile, orientant les décisions politiques par leur autorité religieuse. En fait, certaines des crises de succession les plus tumultueuses de l'Empire furent influencées par des femmes dont les noms ne survivent pas toujours dans les archives, mais dont l'impact fut profond. Le mariage était lui-même un outil politique, et les reines venaient souvent de familles étrangères, puissantes. Leur arrivée à la cour hittite n'était pas qu'une union personnelle, c'était une alliance stratégique. Une reine pouvait servir de pont entre empires, sécuriser des traités de paix ou des accords commerciaux grâce aux liens familiaux. À l'inverse, sa loyauté pouvait être mise à l'épreuve, et la trahison n'était pas rare. Ces femmes marchaient constamment sur une corde raide entre survie personnelle et influence politique, sachant qu'un seul faux pas pouvait leur coûter tout. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la codification de ces rôles dans la société hittite. Les textes juridiques et inscriptions montrent que les reines conservaient des droits sur leurs biens, recevaient des revenus et avaient des fonctions cérémonielles clairement définies. Cette reconnaissance institutionnelle leur donnait les moyens d'exercer un pouvoir légitime, plutôt que de dépendre uniquement du charisme ou de manœuvres clandestines. La Tawanana, par exemple, pouvait commander des ressources, faire appliquer des décrets au palais et maintenir son propre réseau de fonctionnaires loyaux. À bien des égards, la reine était un souverain parallèle, agissant en tandem avec le roi, tout en le dépassant parfois derrière les portes closes. L'interaction entre autorités religieuses et politiques rendait ces femmes encore plus redoutables. Les prêtresses pouvaient sanctifier des mariages, oindre des rois ou interpréter des présages susceptibles d'influer sur des campagnes militaires. Leur influence était à la fois symbolique et pratique. Par exemple, avant de grandes batailles ou négociations diplomatiques, elles effectuaient des rituels pour obtenir la faveur divine. Un roi ignorant les conseils d'une prêtresse risquait non seulement de perdre la légitimité aux yeux des divinités, mais aussi de saper la confiance de son armée et de sa cour. L'autorité religieuse féminine était donc un levier de pouvoir réel, capable de façonner le destin de l'Empire. Un exemple notable de cette influence féminine remonte au règne de Suppiluliuma I, que nous explorerons plus en détail ultérieurement. Même s'il était connu comme un génie militaire impitoyable, les conseils de la reine furent essentiels dans certaines de ses décisions diplomatiques, notamment concernant les alliances étrangères et la planification de la succession. Les femmes ne se contentaient pas de soutenir les rois, elles pouvaient modérer ou orienter leurs décisions, parfois pour le bien de l'Empire, parfois pour leur propre avantage. Leur stratégie impliquait souvent patience, prévoyance et compréhension profonde de la psychologie humaine et des réalités politiques. Mais tout n'était pas intrigue et ambition. Reines et prêtresses jouaient aussi des rôles cruciaux dans la vie sociale et culturelle de l'Empire. Elles organisaient des fêtes, supervisaient des cérémonies religieuses et géraient des palais accueillant des centaines de personnes. En contrôlant le déroulement des pratiques cérémonielles, de l'éducation et du mécénat, ces femmes pouvaient cultiver la loyauté parmi les élites et le peuple. Elles façonnaient l'identité culturelle de l'Empire, assurant que les traditions, rituels et hiérarchies hittites perduraient à travers les générations. Ces rôles n'étaient pas statiques. L'influence d'une reine pouvait croître ou diminuer selon la force du roi,
les crises politiques ou la position de sa propre famille. Certaines femmes exerçaient ouvertement leur autorité, émettant des proclamations ou participant à des négociations diplomatiques. D'autres agissaient subtilement, cultivant des réseaux de loyauté et d'influence souvent invisibles dans les archives historiques, mais tout aussi efficaces. Cette flexibilité montre que le système hittite, bien que patriarcal, laissait aux femmes un espace pour exercer leur pouvoir dans de multiples domaines, religieux, politiques et sociaux. Même en période de crise, les femmes pouvaient devenir des piliers de stabilité. Lorsqu'un roi mourait subitement, ou que la succession était contestée, la tawananna ou les prêtresses seniors détenaient souvent les clés de la continuité. En guidant les décisions, en arbitrant les conflits et en maintenant la légitimité des héritiers, ces femmes empêchaient l'effondrement de l'empire sous le poids de l'incertitude. Leur rôle de stabilisatrice souligne l'importance centrale des femmes dans le gouvernement hittite. L'impact de ces femmes résonne bien au-delà de leurs actions immédiates. En exerçant le pouvoir dans les sphères publiques et privées, elles façonnaient la trajectoire de l'empire hittite. Leurs décisions influencèrent de campagnes militaires, relations diplomatiques, décisions juridiques et vie culturelle. Elles étaient conseillères, stratèges et parfois faiseuses de rois. Sans leur influence, l'histoire de l'empire aurait été très différente. Un rappel que l'histoire n'est pas écrite seulement par ceux qui manient sur l'épée, mais aussi par ceux qui savent naviguer le pouvoir avec intelligence et subtilité. Au final, les femmes de l'empire hittite, reines, prêtresses et actrices politiques, ont démontré que le pouvoir prend de multiples formes. Il n'est pas toujours visible, pas toujours physique, mais il peut être aussi déterminant qu'une armée ou une loi. Leur présence derrière le trône a façonné les décisions des rois, influencé le destin des empires et laissé un héritage qui continue de fasciner les historiens aujourd'hui. Comprendre leur rôle nous offre une vision plus complète de la civilisation hittite, montrant que l'histoire de la conquête, de la diplomatie et de la survie n'a jamais été uniquement masculine. C'était un récit écrit par de nombreuses mains, certaines brandissant des sceptres, d'autres une influence subtile et implacable. Secret du commerce. Comment les Hittites contrôlaient l'argent, le fer et les produits exotiques. Fermez les yeux un instant et imaginez un marché animé au cœur de l'Anatolie ancienne. Des marchands criant leur prix, le cliquetis des pièces d'argent, l'odeur des épices exotiques flottant dans l'air et des outils en fer scintillant sous le soleil. Ce n'était pas un marché ordinaire, c'était le centre d'un empire qui comprenait le véritable pouvoir de la richesse, des ressources et du contrôle. Les Hittites n'étaient pas seulement des guerriers ou des diplomates, ils étaient des maîtres commerçants, et leur domination sur l'argent, le fer et les produits exotiques a joué un rôle crucial dans la construction de l'un des empires les plus redoutables du monde ancien. Le fer est souvent célébré dans les livres d'histoire pour son rôle dans la guerre, et ce n'est pas sans raison. Les Hittites furent parmi les premiers à maîtriser la métallurgie du fer à grande échelle, leur donnant un avantage technologique que peu de voisins pouvaient égaler. Alors que d'autres civilisations dépendaient encore du bronze, les forgerons hittites fabriquèrent des armes plus solides, plus tranchantes et beaucoup plus durables. Cela signifiait que leurs chars, épées et armures n'étaient pas seulement des outils de guerre, ils étaient des symboles de supériorité. Contrôler la production de fer permettait aux rois hittites de garder le monopole des armes avancées, assurant que leurs armées restaient un pas devant des rivaux comme les Mitanni ou même les Égyptiens lors de confrontations tendues. L'argent, quant à lui, n'était pas seulement une monnaie, c'était un signe de prestige, un outil diplomatique et un moyen de contrôler la loyauté. Les rois hittites géraient avec soin les mines d'argent et les routes commerciales, décidant qui pouvait accéder à ce métal précieux. Les États tributaires, vassaux et alliés étrangers, recevaient souvent des paiements ou des cadeaux en argent, créant des réseaux d'obligations et de dépendance. Dans un monde où la loyauté pouvait changer avec le vent, l'argent servait de rappel tangible du pouvoir et de l'influence du roi hittite. Même les émissaires et espions, instruments vitaux de la diplomatie impériale, étaient souvent financés en argent pour assurer leur service fidèle. Mais les Hittites ne se limitèrent pas au fer et à l'argent. Leur empire se trouvait à un carrefour de continents, leur donnant accès à une incroyable variété de produits exotiques, huiles parfumées du Levant, pierres précieuses venues de contrées lointaines, textiles fins et même des animaux fascinants pour impressionner les dignitaires visiteurs. Ces biens n'étaient pas de simples luxes, ils étaient des atouts stratégiques. Offrir des cadeaux exotiques pouvait sceller des alliances,
influencer des dirigeants hésitants ou impressionner des adversaires potentiels pour obtenir leur respect prudent. C'était un pouvoir subtil. Un cheval somptueusement décoré ou une pierre rare pouvait parfois parler plus fort que des armées. Gérer un réseau commercial aussi vaste demandait organisation, ingéniosité et un brin de ruse. Les Hittites établissaient des routes commerciales sécurisées traversant montagnes, rivières et déserts. Les caravanes se déplaçaient sous protection, avec des soldats assurant le passage sûr des marchandises. Parallèlement, des villes comme Hattusa fonctionnaient comme des centres de redistribution, où les matières premières étaient transformées, échangées et envoyées plus loin. Cette combinaison de protection militaire et de contrôle administratif permettait aux Hittites de maintenir un quasi-monopole sur les ressources essentielles. Leur empire n'était pas seulement puissant grâce aux armées, il l'était parce qu'il contrôlait le cœur même de la richesse et de l'industrie. Le commerce et la diplomatie étaient étroitement liés. Lorsqu'on évoquait les traités hittites avec l'Égypte, les espions et les émissaires, on se souvient que les cadeaux, les alliances matrimoniales et la distribution de ressources étaient essentiels aux négociations. Le flux d'argent, de fer et de produits exotiques n'était pas aléatoire. Il était calculé pour renforcer des objectifs politiques. Fournir à un allié des armes en fer ou des importations luxueuses pouvait garantir sa loyauté, tandis que contrôler l'accès à ces biens maintenait les rivaux potentiels sous contrôle. C'était une danse sophistiquée de leviers, de perception et de générosité stratégique. La gestion des vassaux dépendait aussi fortement du commerce. Les dirigeants locaux dépendèrent de la distribution hittite de fer et d'argent, ce qui liait souvent leur allégeance à des incitations économiques. Si un vassal menaçait de se rebeller, couper l'accès à ces biens critiques constituait une punition subtile mais efficace. À l'inverse, récompenser la loyauté par des ressources supplémentaires renforçait le lien entre le centre et la périphérie. C'est fascinant de voir comment le commerce n'était pas seulement un échange, c'était un pilier central de la gouvernance, de la préparation militaire et de la construction de l'empire. Mais tout n'était pas simple. Contrôler de telles ressources précieuses demandait une vigilance constante. Bandits, États rivaux et corruption interne menaçaient les lignes d'approvisionnement. Les Hittites comptaient sur des réseaux de renseignement, des routes commerciales fortifiées et une supervision administrative stricte pour maintenir leur avantage. À cet égard, le succès commercial de l'Empire reflétait son approche de la guerre. Stratégie, discipline et volonté d'innover étaient essentielles à la survie et à la domination. Une stratégie particulièrement astucieuse des Hittites était l'intégration du contrôle des ressources à la confidentialité technologique. Les techniques de fusion du fer, par exemple, étaient jalousement gardées. Le savoir était limité à des artisans triés sur le volet, assurant aux Hittites un avantage technologique sur leurs voisins. Ce secret n'était pas seulement une question de fierté, il s'agissait de survie. Des armées équipées d'armes en fer supérieur pouvaient influencer les conflits de manière décisive. Et avoir un accès exclusif à de tels outils rendait la diplomatie hittite encore plus efficace. De plus, les Hittites comprenaient le pouvoir psychologique de la richesse. Dans les cours, dans les capitales étrangères, et même parmi leur propre peuple, exposer argent, produits exotiques ou outils en fer finement travaillés montrait autorité et sophistication. Ce n'étaient pas des démonstrations vaines, c'étaient des preuves intentionnelles de pouvoir. Entrer dans une cour hittite et voir l'argent scintiller, des guerriers en fer et des cadeaux exotiques rappelaient l'étendue, l'ingéniosité et la capacité de l'Empire à influencer les événements au-delà de la force brute. Le commerce, le contrôle des ressources et la générosité stratégique avaient aussi des conséquences à long terme. En dominant argent, fer et produits exotiques, les Hittites soutenaient non seulement leur puissance militaire et politique, mais créaient aussi des réseaux influençant les économies régionales pendant des siècles. Les États voisins, qu'ils soient alliés ou adversaires, devaient s'adapter au système hittite, faisant de leur empire un nœud central dans un réseau complexe de commerce, diplomatie et échanges culturels. Ces réseaux commerciaux furent, à bien des égards, aussi durables que les rois hittites eux-mêmes. Les leçons du commerce hittite vont au-delà de l'économie. Elles révèlent un empire qui comprenait l'interconnexion entre guerre, diplomatie, gouvernance et psychologie. Il maîtrisait l'art de contrôler les ressources, de façonner les perceptions et d'utiliser la richesse pour atteindre des objectifs stratégiques. En gérant argent, fer et produits exotiques avec précision, les Hittites ne construisaient pas seulement un marché, ils construisaient un empire dont l'influence dépassait largement l'Anatolie, touchant les cours d'Égypte,
les villes du Levant et même les lointaines régions de Mésopotamie. Comprendre ces secrets commerciaux nous aide à saisir pourquoi les Hittites pouvaient rivaliser avec les grandes puissances de leur temps. Leur capacité à manier richesses et ressources aussi efficacement que les armées et les traités montre une civilisation à la fois pratique et visionnaire. Et alors que nous continuons à explorer d'autres aspects de l'histoire hittite, innovation militaire, intrigues de cour et signes éventuels d'effondrement, nous verrons que le contrôle du commerce par l'Empire n'était pas un détail secondaire. Il constituait un élément central de tout ce qui permit aux Hittites de s'élever, prospérer et laisser un héritage qui façonna le monde ancien. Innovation militaire. Épique, chars, armes en fer et génie de la guerre ancienne. Commençons par une affirmation audacieuse. Les Hittites ont été les véritables révolutionnaires de la guerre dans le monde antique. Bien avant les tanks, les avions ou même l'artillerie moderne, ils réécrivaient les règles du combat avec des stratégies et des technologies qui laissaient eux leurs ennemis déconcertés. Ce n'était pas seulement une question de nombre ou de force brute, c'était de l'intelligence, de l'innovation et une volonté de repousser les limites qui transformaient l'armée hittite en l'une des premières machines militaires véritablement redoutables de l'histoire. Et une grande partie de ce génie remonte à des rois comme Suppiluliuma-Pradhan, qui comprenaient que les bons outils, combinés à la stratégie, pouvaient permettre à un petit empire de frapper bien au-dessus de son poids. Tout d'abord, parlons des chars. On pourrait les imaginer cérémoniels ou décoratifs, mais pour les Hittites, ils étaient immortels. Et voici le twist, ce n'était pas n'importe quel char. Les ingénieurs hittites avaient conçu des modèles plus lourds et robustes, capables de transporter 3 guerriers au lieu des 2 habituels. Cela signifiait qu'un soldat pouvait conduire, un autre manier un bouclier ou une lance, et un troisième se concentrer uniquement sur le tir à l'arc. Imaginez le chaos sur le champ de bataille, une plateforme mobile lourdement armée capable de traverser les lignes ennemies, tout en déversant des flèches sur l'adversaire. D'autres nations avaient des chars, certes, mais les Hittites les transformaient en multiplicateurs de forces coordonnées, à la fois psychologiques et physiques. La mobilité de ces chars était cruciale. Lors de batailles comme Kadesh, ils pouvaient frapper rapidement, perturber les formations ennemies et se replier avant la riposte. Mais la mobilité seule ne suffisait pas. La coordination était tout. Les généraux hittites passaient des années à perfectionner les manœuvres, à synchroniser les charges à la seconde près et à intégrer les chars avec l'infanterie de façon que la plupart des armées n'avaient même pas imaginé. C'était la guerre combinée des armes bien avant que le concept ait un nom. Et la simple présence de ces chars forçait souvent les adversaires à adopter une posture défensive, donnant aux Hittites un avantage dès avant le premier choc d'épée. En parlant d'épée, passons au fer, une technologie qui transforma l'armée hittite, et par extension, la guerre dans le monde ancien. Alors que de nombreuses civilisations dépendaient encore du bronze, les Hittites expérimentaient les armes en fer dès le XVe siècle avant notre ère. Le fer était plus résistant, plus tranchant et bien plus durable que le bronze, et une fois maîtrisé, il permettait aux guerriers hittites de dominer des adversaires encore armés de métaux inférieurs. La transition ne fut pas instantanée. La fusion du fer était complexe et exigeante. Mais les Hittites ne se contentèrent pas de la maîtriser. Ils en monopolisèrent la production et les routes commerciales pour maintenir un avantage stratégique. Cela leur donnait non seulement des armes supérieures, mais aussi un levier économique et militaire envié par les autres royaumes. Les Hittites n'excellaient pas seulement dans les armes et les chars, ils étaient de brillants tacticiens. Leurs armées étaient organisées en divisions avec hiérarchie et rôles clairs. Éclaireurs, archers, fantassins et chars travaillaient en synergie, leur permettant de s'adapter en pleine bataille d'une manière que peu de contemporains pouvaient. Attaques surprises, retraits simulés et encerclements faisaient partie de leur arsenal. Ils étudiaient leurs ennemis méticuleusement, observant les phalanges égyptiennes, la cavalerie mitannienne et ajustant leur stratégie en conséquence. La collecte de renseignements n'était pas accessoire. Elle faisait partie intégrante des campagnes, garantissant que lorsque l'armée hittite arrivait, elle le faisait avec connaissance et force. Les fortifications étaient un autre domaine d'innovation. Les villes hittites comme Hattusa n'étaient pas que des centres administratifs. Elles étaient des forteresses conçues pour résister à de longs sièges. D'imposants murs de pierre, des portes renforcées et des plans complexes rendaient l'attaque des villes hittites redoutables. Mais les Hittites ne se limitaient pas à la défense. Ils développaient aussi des tactiques de siège, utilisant béliers, équipements d'escalade
et assauts coordonnés pour capturer des forteresses ennemies. Leur combinaison d'ingéniosité offensive et défensive rendait l'armée hittite adaptable à presque tous les scénarios, la rendant imprévisible et dangereuse. La logistique, souvent négligée dans les discussions sur la guerre antique, était également une force hittite. Fournir nourriture, eau, chevaux et armes sur de longues campagnes nécessitait une organisation que beaucoup de contemporains peinaient à réaliser. Les Hittites développèrent des réseaux d'approvisionnement, dépôts et systèmes administratifs, assurant que leurs forces pouvaient opérer loin de chez elles sans s'effondrer sous leurs propres besoins. Cela peut sembler banal comparé aux charges épiques de chars, mais en réalité, c'était tout aussi décisif. Une armée incapable de se nourrir ou de se déplacer ne gagnerait pas, peu importe sa technologie. Une autre innovation fascinante était la guerre psychologique. Les Hittites comprenaient que l'intimidation et la perception pouvaient être aussi efficaces que le combat réel. La vue d'une douzaine de chars à 3 hommes fonçant sur le champ de bataille, flèches tombant en pluie, brisait souvent le moral ennemi avant qu'une épée ne soit tirée. La propagande, sous forme d'inscriptions, traités et lettres, renforçait l'idée que les Hittites étaient inarrêtables, une réputation qui les précédait et forçait souvent les ennemis à la soumission ou au retrait. Leur génie militaire n'était pas seulement physique, il était stratégique, émotionnel et psychologique, créant une approche globale de la guerre qui les distinguait. Ces innovations eurent aussi des répercussions sur le monde antique. Lorsque les Égyptiens rencontrèrent Néa les chars hittites à Kadesh, ils durent s'adapter, développer des contre-stratégies et réorganiser leurs armées. Les armes en fer et les tactiques pionnières des Hittites influencèrent les civilisations voisines, d'Assyrie à Babylone, accélérant la course aux armements de l'âge du bronze récent. Les Hittites ne se contentaient pas de conquérir des territoires, ils redéfinissaient la manière de faire la guerre. Il est important de noter que ce génie militaire n'était pas séparé de la politique ou de la diplomatie. Suppiluliuma Ier et ses successeurs utilisèrent la puissance militaire pour faire respecter les traités, sécuriser les routes commerciales et intimider les rivaux potentiels. La capacité d'innover sur le champ de bataille renforçait leur autorité, à la maison comme à l'étranger, créant un empire non seulement vaste, mais résilient et respecté. Chaque char, épée en fer et manœuvres tactiques faisaient partie d'une stratégie plus large de construction d'empire, montrant que les Hittites comprenaient mieux que beaucoup de contemporains le lien entre technologie, stratégie et gouvernance. À l'apogée de leur puissance, les innovations militaires hittites étaient légendaires. Chars transportant plusieurs guerriers, armes en fer surpassant le bronze, divisions hautement organisées, logistique sophistiquée, tactiques psychologiques et stratégies adaptables se combinaient pour en faire l'une des forces les plus redoutables du Proche-Orient ancien. Leur ingéniosité sur le champ de bataille leur permettait de rivaliser avec Égypte, Mitanni et autres rivaux avec une confiance rare. L'héritage du génie militaire hittite ne disparut pas avec l'Empire. Les principes qu'ils développèrent, armes combinées, planification logistique, supériorité technologique, guerre psychologique, influencèrent les civilisations futures et laissèrent une empreinte durable sur l'histoire militaire. Les échos de leurs chars et armes en fer se font sentir à travers les siècles, rappelant que les Hittites n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des innovateurs dont le génie transforma l'art de la guerre. Signes d'effondrement, famine, lutte interne et les mystérieux peuples de la mer. Ralentissons ce soir et plongeons dans un chapitre plus sombre de l'Empire hittite, un chapitre où les roues du pouvoir commencèrent à vaciller et où le sol sous les pieds de l'Empire devint incertain. C'est l'histoire de la famine, des conflits internes et d'envahisseurs mystérieux dont les origines restent débattues. Installez-vous confortablement et laissez le rythme de ces événements vous porter doucement, comme une rivière serpentant à travers l'Anatolie ancienne, guidant votre esprit vers une réflexion tranquille. Et si l'histoire vous captive suffisamment pour y réfléchir, visons ensemble 1000 likes en hommage aux échos d'une civilisation qui commandait jadis des empires. À la fin du XIIIe siècle avant l'ère commune, l'empire hittite, autrefois une force redoutable en Anatolie et en Syrie, commença à montrer des fissures. Ce n'étaient pas des explosions soudaines et spectaculaires de conflits, mais des signes lents et insidieux que la structure de l'empire subissait des pressions. L'un des premiers défis et des plus dévastateurs fut la famine. Les mauvaises récoltes, probablement aggravées par des changements climatiques,
La sécheresse et des exigences agricoles excessives laissèrent les populations affamées et vulnérables. Les réserves de grains diminuèrent, et la famine affaiblit non seulement le peuple, mais aussi l'armée et l'appareil administratif qui maintenaient l'Empire. La famine, aussi cruelle fut-elle, fit plus que nourrir le désarroi, elle sema le mécontentement. Les paysans peinaient à remplir leurs quotas d'impôts, les vassaux devenaient agités, et les cités-États autrefois coopératives commencèrent à remettre en question leur loyauté. On peut facilement imaginer la tension à ces moments, greniers vides, marchés anxieux, dirigeants locaux pressant le roi d'agir, tandis que courtisans et fonctionnaires débattaient de la marche à suivre. Les fondations mêmes de l'Empire, tribus, loyauté et administration centralisée, étaient mises à l'épreuve d'une manière qu'aucun champ de bataille ne pouvait reproduire. Simultanément, les luttes internes à la cour royale et entre gouverneurs régionaux déstabilisèrent davantage l'Empire. Nous avons parlé précédemment de la gestion prudente des vassaux et des intrigues mystérieuses du palais. Maintenant, ces mêmes mécanismes de contrôle commencèrent à faiblir. Des fonctionnaires ambitieux, sentant la faiblesse, complotaient contre leurs rivaux. Des crises de succession éclatèrent, parfois violemment, alors que plusieurs prétendants se disputaient le trône. Ce qui avait été un système calibré de loyauté et de crainte commença à se défaire, révélant la fragilité même des empires les plus puissants. Au milieu de ce chaos interne, des menaces externes se profilaient, notamment les mystérieux peuples de la mer. Ces groupes énigmatiques, dont les origines restent un sujet de débat, traversèrent la Méditerranée orientale comme une tempête obscure. Ils attaquaient des villes, perturbaient les routes commerciales et causaient des destructions massives. Les Hittites, déjà affaiblis par la famine et les conflits internes, peinaient à organiser des défenses efficaces. Les rapports de l'époque suggèrent que des régions entières furent abandonnées ou tombèrent aux mains de ces envahisseurs, et la capacité habituelle des Hittites à négocier ou contrôler leurs vassaux fut gravement entravée. Fait intéressant, la combinaison de famine, de luttes internes et de pressions externes créa une boucle de rétroaction. Le manque de nourriture incitait les vassaux à se révolter, tandis que ces rébellions affaiblissaient les armées nécessaires pour repousser les peuples de la mer. Parallèlement, les populations déplacées et les réseaux commerciaux détruits accentuaient les difficultés économiques, alimentant encore les tensions internes. C'est un rappel frappant que l'effondrement des grandes puissances n'est rarement un événement unique. C'est l'accumulation de stress qui s'amplifie avec le temps, érodant lentement les structures qui semblaient autrefois invincibles. Ce qui rend cette période particulièrement captivante, c'est la manière dont les historiens la reconstruisent à partir de preuves fragmentaires. Lettres, traités et découvertes archéologiques suggèrent une détresse généralisée. Les villes montrent des signes d'abandon soudain, tandis que les inscriptions révèlent des rois suppliant d'aide ou décrivant des campagnes militaires désespérées. Et pourtant, au milieu du chaos, certains dirigeants tentèrent de stabiliser la situation, fortifiant des villes, rationnant les ressources et négociant avec vassaux et voisins. Ces efforts, bien que courageux, furent souvent trop peu, trop tard. Autre détail intéressant, comment ces pressions interagissaient avec les innovations militaires hittites. Chars, armes en fer et troupes qualifiées avaient autrefois permis à l'Empire de dominer ses voisins. Mais même l'armée la plus disciplinée ne peut résister à un effondrement logistique. La famine sapait le moral, les luttes internes divisaient le commandement, et les attaques soudaines des peuples de la mer forçaient les généraux à des manœuvres réactives et désespérées. Le génie militaire passé de l'Empire ne pouvait compenser ces faiblesses structurelles internes. C'est un rappel que la force dans un domaine ne peut toujours compenser la fragilité dans un autre. Les éléments culturels et religieux jouèrent également un rôle dans ce délitement. Les rois hittites devaient maintenir la faveur divine par des rituels et sacrifices. Lorsque la famine frappa et que les villes tombèrent, cela était souvent interprété comme le mécontentement des idoles. Prêtres et officiels religieux devinrent à la fois conseillers et boucs émissaires, naviguant dans un monde où volonté divine et nécessité politique se heurtaient. En période de stress, la foi pouvait être à la fois un stabilisateur et une source de tension, influençant des décisions vitales pour la vie et la mort à travers l'Empire. À la fin de cette période, les signes de l'effondrement étaient indéniables. Les villes clés s'affaiblirent ou disparurent. La loyauté des vassaux s'effondra et l'autorité centrale ne pouvait plus imposer sa volonté. L'Empire hittite, autrefois dominant, vacillait sur le fil du rasoir, un témoignage de la précarité du pouvoir dans le monde ancien. Et pourtant,
L'héritage de l'Empire ne disparut pas complètement. Ses codes juridiques, innovations militaires et réalisations culturelles persistèrent, influençant les voisins et laissant des traces pour que les historiens modernes puissent les découvrir. La Grande Chute. Comment les puissants Hittites disparurent de l'histoire. L'Empire hittite, autrefois une puissance redoutable s'étendant à travers l'Anatolie et jusqu'au Levant, ne s'éteignit pas simplement dans l'oubli. Il s'effondra avec une rapidité et un mystère qui fascinent les historiens depuis des siècles. Un instant, Hattusa bourdonnait d'intrigues politiques. Des armées de chars s'affrontaient aux frontières et des rois comme Suppiluliuma-Prelsk exercèrent leur autorité avec un génie impitoyable. L'instant d'après, les murs de la ville étaient abandonnés, les rues vidées et l'administration élaborée de l'Empire s'effondra, ne laissant derrière elle que ruines, inscriptions et questions fascinantes. Comment un empire qui rivalisait jadis avec l'Égypte et Babylone pouvait-il disparaître si complètement? La réponse réside dans un enchevêtrement complexe de famines, luttes internes, menaces externes et forces mystérieuses que les historiens tentent encore de reconstituer. Les signes de troubles apparurent des décennies avant l'effondrement final. Les Hittites, comme tout empire, dépendèrent d'un équilibre délicat entre ressources, loyauté des vassaux et forces militaires. Les tablettes et couches archéologiques indiquent que des sécheresses et des mauvaises récoltes frappèrent l'Anatolie, mettant à rude épreuve les approvisionnements alimentaires et déstabilisant l'économie. Lorsque la survie devint incertaine, le contrôle centralisé qui avait permis aux Hittites de prospérer commença à faiblir. La famine n'affectait pas seulement les paysans, même des villes comme Hattusa eurent du mal, les archives montrant des rations de grains accrues et des mesures d'urgence pour nourrir soldats et fonctionnaires. Une population affamée n'est jamais silencieuse, et le mécontentement commença à bouillonner sous la surface. Les divisions internes aggravèrent ces problèmes. Intrigues de cour, disputes de succession et rivalités entre nobles puissants affaiblirent l'autorité centralisée. Les rois qui auraient pu maintenir l'Empire se retrouvèrent à gérer non seulement des menaces externes, mais aussi des complots internes, des rébellions et des conspirations. Les controverses entourant des dirigeants comme Mursili III démontraient combien le pouvoir royal pouvait être fragile. En ces temps turbulents, la loyauté était une monnaie, et les États vassaux, autrefois alliés fiables, commencèrent à tester les limites, se révolter ou retenir le tribut. Le génie administratif qui avait géré les territoires hittites commença à se fracturer, créant des ouvertures exploitées par les ennemis. Les pressions externes accélérèrent encore le déclin de l'Empire. Les Hittites n'étaient pas isolés, ils faisaient face à des voisins ambitieux et agressifs. L'Égypte, la Syrie et Arzawa représentaient des défis constants, mais la menace la plus énigmatique vint des fameux peuples de la mer, dont les mouvements à la fin de l'âge du bronze déstabilisèrent des régions entières de la Méditerranée orientale. Qui étaient-ils exactement? Reste débattu. Certains chercheurs les considèrent comme des populations déplacées, des maraudeurs ou des coalitions de pillards, mais leur impact est clair. Les villes côtières tombèrent, les routes commerciales furent perturbées, et les positions stratégiques hittites devinrent de plus en plus vulnérables. L'Empire, qui avait autrefois orchestré la diplomatie avec l'Égypte et dominé l'Anatolie, se retrouva soudain face à des forces qu'il ne pouvait ni prévoir ni contrôler pleinement. Même le cœur de l'Empire, Hattusa, montre des signes de bouleversement violents. Les couches archéologiques indiquent que de nombreuses parties de la ville furent brûlées ou abandonnées, suggérant des attaques soudaines ou un effondrement interne généralisé. Temples, palais et centres administratifs, tous entretenus avec soin pendant des siècles, tombèrent en désuétude, leurs fonctions sacrées et bureaucratiques laissées inachevées. Il est saisissant de penser que les espaces mêmes où rois et prêtres orchestrèrent diplomatie, culte et loi devinrent soudain silencieux. La perte ne fut pas seulement politique mais culturelle, effaçant les rythmes quotidiens et les structures sociales qui avaient défini la vie hittite pendant des générations. La surextension militaire joua probablement un rôle également. Les Hittites s'étaient étendus agressivement sous des dirigeants comme Suppiluliuma-Prien, gérant d'immenses territoires par la force, la diplomatie et la vassalité. Maintenir le contrôle d'un empire si vaste nécessitait vigilance constante, communication rapide et administrateurs loyaux. Lorsque l'instabilité interne frappa et que les pressions externes s'intensifièrent, l'appareil militaire, jadis colonne vertébrale de l'Empire,
devint peut-être surchargé. Incapable de répondre efficacement à des crises simultanées, chars et armes en fer ne pouvaient compenser un leadership fracturé et des ressources épuisées. La religion, qui avait autrefois été un facteur stabilisateur dans la société hittite, refléta également l'effondrement de l'Empire. Les présages de catastrophes, le mécontentement divin ou les rituels manqués enregistrés sur des tablettes d'argile suggéraient que les Hittites eux-mêmes percevaient ces événements comme une crise cosmique. Les prêtres avertissaient d'un danger imminent. Les rois cherchaient à apaiser les esprits par des sacrifices extraordinaires. Et pourtant l'Empire continuait de faiblir. Cette interaction entre interprétation divine et réalité politique montre à quel point les Hittites percevaient le monde à travers un prisme religieux. L'effondrement fut à la fois matériel et spirituel, ébranlant les fondations mêmes de l'autorité et de la légitimité. À la fin, la chute fut complète. Hattusa fut abandonné, les villes et États vassaux fragmentés, et la structure politique hittite disparut. L'Empire, qui avait autrefois négocié des traités avec l'Égypte, commandé des armées de chars et influencé le Proche-Orient pendant des siècles, s'évanouit presque sans laisser de traces. Il ne resta que des ruines, des inscriptions et des fragments de tablettes que les archéologues et historiens reconstitueraient plus tard avec patience. La chute des Hittites ne fut pas un événement unique, mais une cascade de crises environnementales, politiques, militaires et possiblement sociales ou culturelles, s'entremêlant jusqu'à l'effondrement total du système. Pourtant, même dans leur disparition, les Hittites laissèrent un héritage durable. Leurs lois, traités diplomatiques et innovations dans la guerre de chars influencèrent les civilisations voisines longtemps après la disparition de leur structure politique. Les échanges culturels, les réseaux commerciaux et les avancées technologiques persistèrent, démontrant que si les empires tombent, leur impact peut résonner pendant des siècles. Les historiens d'aujourd'hui reconstituent le monde hittite non seulement à partir des ruines, mais aussi grâce à ses contributions durables, révélant un empire qui, bien que disparu, continue de façonner notre compréhension du Proche-Orient ancien. L'archéologie dévoile des secrets, Hattusa et les mystères cachés de l'Empire. Pénétrer dans les ruines de Hattusa, et l'on peut presque entendre les échos d'un empire qui prospérait autrefois au cœur de l'Anatolie. Les murs effondrés, les portes imposantes et les rues labyrinthiques peuvent sembler silencieux pour un œil non averti, mais pour les archéologues, chaque fragment raconte une histoire qui a progressivement révélé les secrets de l'Empire hittite. Hattusa n'était pas seulement une capitale, c'était le cœur politique, religieux et économique d'une civilisation qui façonna le monde ancien. Et pourtant, une grande partie de sa vie resta cachée pendant des siècles, attendant les mains attentives des explorateurs modernes pour être découverte. La première découverte fascinante est l'ampleur et la planification de la ville. Hattusa n'était pas un établissement improvisé, c'était une métropole méticuleusement organisée. Les rues étaient tracées avec intention, les quartiers royaux séparés des temples, et d'énormes fortifications protégeaient la population des menaces extérieures. Les archéologues furent stupéfaits de découvrir que la ville possédait plusieurs couches de murailles, chacune construite pour résister aux sièges et aux invasions. Cela rappelle que les Hittites, souvent célébrés pour leurs chars et leurs armes en fer, comprenaient également l'importance de l'ingénierie urbaine et de la planification stratégique. Chaque porte, tour et coin de rue était conçu pour la défense et l'administration. Les temples et les objets religieux mis au jour à Hattusa révèlent le rôle profond de la foi dans la vie hittite. Des statues d'idoles aux objets rituels et autels cérémoniels, les preuves suggèrent que la religion imprégnait tous les aspects de l'Empire, guidant les décisions de la guerre à la diplomatie. Les prêtres n'étaient pas seulement des leaders spirituels, ils étaient conseillers, archivistes et parfois médiateurs dans les conflits politiques. Certaines inscriptions suggèrent même que les rois sollicitaient l'approbation divine avant des campagnes militaires majeures, mêlant rituels religieux et planification stratégique. Ces découvertes éclairent une civilisation où le sacré et le politique étaient indissociables, un thème que l'on retrouve dans leurs traités, mariages et stratégies de gouvernance. Les archives de Hattusa comptent parmi les trouvailles archéologiques les plus remarquables. Des milliers de tablettes en cunéiforme, soigneusement conservées pendant des millénaires, fournissent des informations sur les lois, la diplomatie, le commerce et la vie quotidienne. En les lisant, les historiens découvrirent des codes juridiques complexes, des accords commerciaux détaillés et même une correspondance avec des souverains étrangers comme les Égyptiens.
Certaines lettres révèlent des indices subtils sur l'espionnage, la collecte d'informations et les tactiques de négociation, offrant un aperçu direct de la manière dont les Hittites géraient à la fois la gouvernance interne et les relations extérieures. Le lien entre ces archives et la diplomatie hittite est clair. L'Empire prospérait non seulement par la force militaire, mais aussi grâce à une tenue méticuleuse des registres et à une stratégie réfléchie. Une des découvertes les plus mystérieuses concerne les fortifications et les tunnels cachés sous la ville. Les archéologues ont mis au jour des passages secrets et des chambres dissimulées servant probablement de stockage, d'issues de secours ou même de lieux de réunion clandestins. Ces espaces cachés suggèrent une société constamment consciente des menaces, des envahisseurs étrangers au mécontentement interne. Il est fascinant de relier cela aux histoires d'intrigues de cour et de luttes de pouvoir. La configuration physique de Hattusa reflète le paysage politique complexe et parfois dangereux de l'Empire hittite. Même les pierres semblent chuchoter des complots, des trahisons et l'équilibre délicat du pouvoir qui maintenait l'Empire. Les objets liés au commerce soulignent davantage la centralité d'Hattusa dans l'économie antique. Les fouilles révélèrent poids, mesures, jarres de stockage et marchandises importées de tout le Proche-Orient. Argent, outils en fer, épices exotiques et textiles raffinés passaient par la ville, confirmant le rôle d'Hattusa comme centre commercial. Ces découvertes confirment ce que nous savons des stratégies commerciales hittites. Le contrôle des ressources clés et des réseaux de distribution était essentiel non seulement pour la richesse, mais aussi pour le levier politique et la préparation militaire. L'archéologie nous a montré qu'Hattusa n'était pas qu'une résidence royale, c'était le moteur de la puissance économique, militaire et diplomatique de l'Empire. La destruction et l'abandon ultérieur de la ville ont également soulevé des questions que les archéologues tentent encore de reconstituer. Des signes d'incendie, de murs effondrés et d'abandon soudain suggèrent que Hattusa a connu une fin violente, probablement liée aux crises plus larges qui frappèrent la fin de l'âge du bronze. Famine, rébellions internes et incursions des fameux peuples de la mer ont peut-être contribué, mais la séquence exacte des événements reste un mystère. Les fouilles continuent de jeter la lumière sur cette énigme, révélant à la fois la résilience des structures de la ville et la vulnérabilité même des empires les plus puissants. Hattusa a également modifié notre compréhension de la culture et de l'identité hittite. Pendant longtemps, les Hittites étaient reconnus principalement par des sources externes, inscriptions égyptiennes, archives babyloniennes et historiens grecs ultérieurs. L'archéologie a permis aux Hittites de raconter leur propre histoire à travers leurs lois, lettres, temples et urbanisme. Les découvertes à Hattusa apportent un contexte à d'autres aspects de l'Empire, comme l'influence des reines et des prêtresses dans la vie politique, ou les innovations technologiques dans le travail du fer et la guerre de chars. Les pierres, tablettes et objets créent ensemble une image complète d'une civilisation sophistiquée, stratégique et profondément interconnectée. Un aperçu particulièrement fascinant provient de l'étude des zones résidentielles. Les fouilles ont révélé non seulement des palais et des temples, mais aussi des maisons ordinaires, cuisines, ateliers et rues animés par la vie quotidienne. Des tessons de poterie, des ustensiles de cuisine et des objets personnels montrent que l'Empire hittite n'était pas seulement une histoire de rois et de guerres. C'était un lieu où les familles vivaient, les commerçants échangeaient et les artisans innovaient. Ces petites découvertes humanisent les Hittites, permettant de relier leurs réalisations monumentales aux vies ordinaires qui soutenaient l'Empire. Enfin, Hattusa nous rappelle que chaque empire a des dimensions cachées attendant d'être découvertes. Si les guerres, traités et rois dominent souvent les livres d'histoire, la ville physique révèle des subtilités, planification, culture et vie quotidienne qui rendent possible la gouvernance, les campagnes militaires et la diplomatie. L'archéologie comble le fossé entre légende et réalité, montrant que les Hittites étaient non seulement guerriers et stratèges, mais aussi ingénieurs, administrateurs et innovateurs culturels. En mettant au jour Hattusa, les archéologues ont illuminé non seulement une ville, mais la machinerie complexe d'un empire. De ses murs fortifiés à ses archives cachées, Hattusa recèle les secrets du pouvoir, de la stratégie, de la religion et de l'économie qui firent de l'empire hittite une force redoutable. Et au fur et à mesure des études du site, chaque nouvelle découverte ajoute une couche à notre compréhension, rappelant que l'histoire n'est pas statique. C'est une histoire continuellement mise au jour, pierre par pierre. Les mystères de Hattusa sont loin d'être entièrement révélés.
et chaque objet murmure un nouveau chapitre dans le récit remarquable d'une civilisation qui façonna le monde antique. L'héritage des Hittites. Comment un empire oublié a façonné le monde ancien. On pourrait penser que les Hittites ne sont qu'une note de bas de page dans l'histoire, un nom gravé sur de vieilles tablettes, quelques ruines éparpillées à travers l'Anatolie, largement oubliées comparées à l'Égypte, Rome ou Babylone. Mais ce serait une grave erreur. La vérité, c'est que ce soi-disant empire oublié a laissé ses empreintes dans tout le monde antique, de la diplomatie et du droit à la guerre et la culture. Leur influence s'étend bien au-delà de leurs frontières, et même des milliers d'années plus tard, les chercheurs, archéologues et historiens continuent de découvrir comment ils ont façonné la civilisation telle que nous la connaissons. Commençons par la diplomatie. Les Hittites furent parmi les premiers à montrer que la négociation pouvait être aussi puissante que l'épée. Pensez au traité qu'ils signèrent avec l'Égypte après la bataille de Kadesh, largement considéré comme le premier accord de paix enregistré de l'histoire humaine. Ce n'était pas juste une trêve, il a posé un précédent pour la diplomatie formelle, les alliances et la résolution des conflits influençant d'autres royaumes de la région. L'idée que deux grandes puissances pouvaient régler leurs différends avec de l'encre et des obligations mutuelles, plutôt que par un bain de sang interminable, était révolutionnaire. Plus tard, des empires comme la Syrie et même la Perse adoptèrent des stratégies similaires, prouvant que les leçons de négociation des Hittites n'étaient pas temporaires. Elles sont devenues un modèle pendant des siècles. Le droit hittite est un autre aspect remarquable de leur héritage. Leur système juridique était étonnamment sophistiqué, équilibrant rétribution et équité et incluant amendes et compensations aux côtés des peines. Contrairement aux codes souvent sévères, œil pour œil ailleurs, les lois hittites privilégiaient la résolution des conflits de manière à maintenir la stabilité sociale. Droits de propriété, contrats, accords matrimoniaux et même affaires de blessures personnelles étaient codifiés, montrant un niveau de sophistication administrative sur lequel de nombreuses sociétés ultérieures se sont appuyées. Les historiens modernes notent souvent que certains aspects du droit hittite ont influencé les cultures voisines, et le concept même de loi écrite et applicable doit quelque chose à leur innovation. La guerre et la technologie militaire portent aussi l'empreinte des Hittites. Ils ne se contentaient pas de gagner des batailles, ils les redéfinissaient. Les innovations dans les chars, l'usage précoce des armes en fer et les stratégies coordonnées sur le champ de bataille transformaient la manière de faire la guerre à l'âge du bronze récent. Leurs ennemis, y compris l'Égypte, furent obligés de s'adapter, tirant des leçons qui se répercutèrent dans tout le Proche-Orient pendant des générations. Même la sophistication psychologique et logistique des armées hittites fixait des standards pour l'organisation militaire, montrant que réflexion stratégique et avantages technologiques pouvaient l'emporter sur le nombre brut. À bien des égards, les Hittites furent le modèle des armées disciplinées et professionnelles dans le monde antique. Le commerce et l'économie furent un autre domaine où l'influence hittite fut profonde. Ils contrôlaient des ressources vitales en argent et en fer et géraient de vastes réseaux commerciaux reliant l'Anatolie à la Mésopotamie, au Levant et même à l'Égypte. Il ne s'agissait pas seulement de richesse, c'était du pouvoir. Contrôler ces ressources leur permettait d'influencer les royaumes voisins, de sécuriser des alliances et de financer armées et projets monumentaux. Le modèle consistant à utiliser le levier économique pour soutenir la puissance politique et militaire fut repris à maintes reprises par les empires suivants. La religion et la culture étaient profondément liées à la gouvernance, et là encore, les Hittites laissèrent leur empreinte. Ils pratiquaient un syncrétisme religieux, intégrant divinité et pratique des régions conquises. Cela créait une culture flexible et adaptative, permettant aux peuples conquis de s'intégrer à l'Empire sans effacement total de leur identité. L'approche hittite de la religion influença les politiques d'assimilation, de tolérance et de gouvernance des autres empires, montrant que le pouvoir pouvait se maintenir non seulement par la peur, mais aussi par l'inclusion et l'adaptation stratégique. L'architecture et l'urbanisme hittite, bien que moins célèbres, étaient tout aussi impressionnants. Hattusa, leur capitale, n'était pas seulement un centre politique, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie avec de massives murailles fortifiées, des portes complexes et des rues soigneusement planifiées. Les principes de conception des villes hittites influencèrent l'urbanisme à travers l'Anatolie et au-delà, combinant défense, administration et vie quotidienne d'une manière que les civilisations ultérieures imitaient.
Les archéologues continuent de découvrir temples, palais et fortifications révélant l'ingéniosité des Hittites dans l'équilibre entre esthétique, utilité et sécurité. Même les interactions des Hittites avec d'autres puissances laissèrent une trace durable. Leurs confrontations et alliances avec l'Égypte, le Mitanni et Babylone contribuèrent à façonner la carte politique du Proche-Orient ancien. En agissant à la fois comme conquérants et diplomates, les Hittites stabilisèrent des régions, influencèrent les successions et posèrent des précédents en matière de relations internationales. Leur empire finit par s'effondrer, mais les structures qu'ils mirent en place, traités, réseaux commerciaux, pratiques militaires, perdurèrent et influencèrent les politiques de leurs successeurs. L'un des héritages les plus frappants des Hittites est leur rôle dans la préservation du savoir. Grâce à la survie de tablettes d'argile, inscriptions et traités, les chercheurs modernes peuvent retracer leurs lois, leur diplomatie et même la vie quotidienne avec une clarté remarquable. Ces archives ont aidé les historiens à comprendre non seulement les Hittites eux-mêmes, mais aussi le monde plus large de l'âge du bronze récent. Sans la minutieuse conservation des Hittites, notre connaissance des interactions entre l'Égypte, la Mésopotamie et l'Anatolie serait beaucoup plus fragmentaire. Leur héritage est à la fois tangible et intellectuel, un pont nous reliant au passé ancien. Et même si l'Empire finit par tomber, à cause d'une combinaison de famines, de conflits internes, d'invasion des soi-disant peuples de la mer et peut-être de l'extension excessive de ces territoires, les idées des Hittites ne disparurent pas. Techniques militaires, principes juridiques, normes diplomatiques et pratiquement commerciales furent absorbées et adaptées par d'autres puissances. Même après l'abandon de leur ville, les innovations hittites résonnèrent à travers les siècles, influençant des civilisations qui surgirent bien après le dernier roi de Hattusa. Il est temps de conclure l'histoire de l'Empire hittite. Si ces secrets du pouvoir ancien vous ont fasciné, pensez à vous abonner. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour nous dire quel mystère hittite vous a le plus surpris. Restez curieux, car l'histoire a toujours davantage à révéler.